Salut la team et bienvenue dans le 17e et dernier épisode de la saison. Je suis Jack et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'une des dernières recrues de la saison prochaine. On adore les spoilers ici. Il nous vient de la belle province, intervenant sur la radio BPM Sport et aussi journaliste sur la chaîne RDS, Monsieur Renaud Bourbonnais. Salut mon Renaud, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi-même? Content d'être là, content de participer avec toi là, la saison prochaine. Donc, beaucoup de football en vue, là, ça va être bien. Ah, J-100 et quelque chose encore, allez courage. En tout cas, je suis très content de t'accueillir pour ta troisième sur la chaîne et en tant que nouveau futur collègue. Ouais, exact, exact. On va faire quoi? Une fois par semaine ensemble, on va passer les matchs en revue, donc ça va être non, ça va être bien, on va avoir beaucoup de plaisir, je suis assuré de ça. C'est ça. On va pas tout spoiler non plus. Non, non. Alors, au programme cette semaine, les Miami Dolphins, bilan de la saison et aussi et surtout preview de la prochaine saison. Et vu que l'on va rentrer dans la vraie période morte, Renaud, tu vas nous aider à comprendre un peu ce qu'est la CFL. Alors, Ouais. que vous êtes débutant ou mordu, vous inquiétez pas, vous saurez presque tout à la fin. Donc surtout, ne loupez pas cette chronique. Renaud, si tu es prêt, c'est parti. Sujet numéro 1, Miami Dolphins, bilan et espoir. Alors Renaud, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un grand fan de la franchise floridienne. Du coup, on va s'y intéresser de près. Alors déjà, qu'est-ce que tu as retenu de la saison 2022? Alors pour rappel, l'an dernier, pour ceux qui s'étaient endormis, un nouveau coach, une free agency des plus alléchantes, un quarterback talentueux mais pour lesquels on n'est pas vraiment rassuré et un bilan de Mhm. 9 victoires et une qualif en playoff. Donc Renaud, 2022 pour les Dolphins, quel est ton bilan? Ben, pour moi, la fiche en fait de l'équipe n'est pas nécessairement représentative de la saison si on l'a suivi au grand complet, comme toi, comme moi, par exemple. Bon, c'est sûr que ça a bien commencé, une nouvelle entraîneur avec Mike McDaniel, et on a vu une attaque renouvelée complètement. En fait, moi qui suis cette équipe-là depuis 2008, j'avais jamais vu une attaque aussi explosive du côté de Miami. L'arrivée de Tyreek Hill qui est venu complètement changer évidemment le groupe de receveurs. Tua Tagovailoa qui a trouvé son rythme. Et là sont arrivées les fameuses blessures. Et c'est là que ça a un peu déraillé pour cette équipe-là parce qu'il y avait des problèmes de commotion cérébrale. Et ça a fait pousser des points d'interrogation pour la suite des choses parce que le mot d'ordre en entrée de saison 2023 pour Miami, c'est pas de se dire est-ce que l'attaque va être aussi puissante que l'an dernier? Quel est le maximum que cette équipe-là peut offrir? La question, c'est est-ce que leur carrière peut rester en santé? Est-ce que Tua peut rester en santé? Si la réponse est oui, cette équipe-là risque de probablement encore participer aux éliminatoires et de faire du dommage. Si la réponse est non, ben, cette équipe-là va devoir se relancer dans un processus de trouver un corps qui va être capable de lancer le ballon et de rester en santé sur le terrain. Donc, c'est un peu dans la vague dans laquelle on se trouve en ce moment, au sens où, oui, il y a des changements de personnel et on va en parler là, de long en large de tout ce qui s'est passé dans la saison morte. Mais présentement, j'ai l'impression que tout ce qu'on se dit à Miami, c'est peu importe les changements qu'on va faire, peu importe les améliorations qu'on va faire, autant en attaque qu'en défense, si toi, Tagovailoa, n'est pas capable de rester sur le terrain, ça va être difficile pour cette équipe-là. Exactement, exactement. Donc, on va s'intéresser maintenant à la saison à venir. Donc, encore une fois, la free agency a été intéressante. Beaucoup de signatures, beaucoup de re-signatures. On note surtout l'arrivée de Ramsey, le corner ancien Mm-hmm. Rams. David Long, Mike White en tant que backup qui pourrait rendre de bien bons services si Tua se blesse. Et l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif et non des moindres. Donc, Renaud, comment sens-tu ta franchise pour 2023? Ben, écoute, on va commencer par le nouveau coordonnateur, Vic Fangio, qui débarque, qui est reconnu à travers toute la NFL. Les grands amateurs le connaissent comme un gourou de la défense, un des grands entraîneurs défensifs. Puis c'est bien pour Miami parce que si on regarde les saisons, pas la dernière saison, mais les deux autres qui ont précédé avec Brian Flores comme entraîneur-chef, ben c'est la défense qui portait cette équipe-là. Elle créait énormément de revirements, elle donnait le ballon à son attaque sur des courtes distances, permettait donc d'aller marquer des points plus facilement. Et puis l'an dernier, alors que l'attaque fonctionnait à plein régime, on se disait, mais où est cette défensive-là? Et parmi les défensives qui créaient le moindre virement, on était peu agressif sur le ballon, on ratait des plaqués. Et c'est bizarre parce que le personnel en tant que tel sur le terrain n'était pas si différent que ça des 2 années précédentes. Donc, on se disait, il y a peut-être amélioration à avoir. Justement, on amène Vic Fangio dans la cabane pour essayer de brasser tout ça et on lui donne ce qu'on appelle un playmaker
de premier plan en Jalen Ramsey, qui a pratiquement rien coûté là, en termes de transactions. Donc, un choix de troisième ronde qui est allé aux Rams. C'est plus au niveau monétaire qu'un risque peut-être pour Miami, mais si Jalen Ramsey est capable de livrer la marchandise, ça va être spectaculaire. Puis, je te rappelle que ça fait 2, 3 ans qu'on avait sous contrat un joueur, Byron Jones, qui avait de la difficulté à rester sur le terrain. En fait, l'an dernier, il n'a même pas disputé un seul jeu sur le terrain. Il était blessé. Il a été libéré. Donc, cet argent-là qui a été libéré a permis d'amener Jalen Ramsey. Donc, oui, les gens disent que ça coûte cher en termes de sous, mais dans les faits, il remplace quelqu'un qui prenait à peu près les mêmes sous, quelques millions de différence, et qui jouait même pas sur le terrain. Donc, pour moi, ça, c'est une belle addition. Et celle que j'adore, tu l'as nommé tantôt, c'est David Long, qui arrive des Titans du Tennessee, qui est un linebacker qui court très vite quand même pour un gars à sa position, qui est capable d'aller d'une ligne de côté à l'autre sur un même jeu. Donc ça, je pense que c'est pas un gars qui va nécessairement créer des revirements, mais c'est un gars extrêmement efficace qui réussit ses plaqués. Puis j'ai pas vraiment vu de grosses failles dans le joueur de ce jeu-là quand je regardais chez les Titans. Ça m'a même étonné qu'on le laisse partir et qu'il puisse signer un contrat aussi abordable que celui qu'il a signé avec Miami. Après, c'est vrai que la situation des Titans, Ouais, je comprends. Je vais dire une j'ai du chose, mal à le comprendre en tout cas, moi. Ils sont Ouais, en reconstruction ou pas, quoi. faut que je le mentionne. J'ai jamais cru à cette organisation, les Titans du Tennessee. Même les années où ça volait haut, je me disais, j'ai l'impression qu'on plafonne à une équipe qui peut se rendre en ronde de division, qui peut gagner un match éliminatoire, mais pas une équipe qui peut se rendre au Super Bowl, encore moins le gagner. Donc, je serais jamais contre le fait d'amorcer un processus, même que je pense qu'ils l'ont amorcé trop tard, ce processus-là au Tennessee. Mais bon, je suis content que ça fasse tomber un bon joueur dans les mains des Dolphins. Ouais, c'est clair, c'est un très très bon ajout. Tiens, petite question. Jalen Ramsey, est-ce que tu y crois? Parce qu'on connaît un peu le potentiel du gars. Il y a des fois les filles qui se touchent pas vraiment ou qui se touchent un peu Ouais. trop des fois. Donc, est-ce que tu penses qu'il va réussir ou tu crois que ça va capoter à Ben, Miami? c'est une grosse personnalité, hein? Donc c'est un gars qui prend énormément de place. Donc ça, c'est sûr que si les Dolphins ont un mauvais début de saison, on dirait que j'ai peur que c'est quelqu'un qui pourrait tirer cette équipe-là justement dans la mauvaise direction. Ceci étant dit, même si l'an dernier, il a connu une saison assez ordinaire, je regarde l'ensemble des Rams. Cooper Kupp a connu une saison moins bonne aussi. Aaron Donald a connu une saison moins bonne aussi. C'était une saison difficile dans l'ensemble pour cette équipe-là qui avait eu énormément de blessés. Donc, j'ai de la difficulté à seulement me pencher sur le niveau de jeu de Jalen Ramsey pendant cette période-là. Surtout que, disons-le, dans la deuxième moitié de saison, on savait déjà que les espoirs des Rams étaient morts et enterrés. Donc, ça ne soutire pas toujours le meilleur de nos joueurs. Donc, à ce niveau-là, je vais me garder une gêne. Et surtout, il y a une porte de sortie à la fin de la saison pour, oui, avec une pénalité, mais quand même pour libérer Jalen Ramsey. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas comme si on était pris pendant 3 ou 4 saisons avec son salaire qui vient nous embêter. On va pouvoir s'en débarrasser assez rapidement. Donc, moi, j'y crois. Je pense qu'il est capable de rebondir. Est-ce qu'il va encore retrouver son titre de meilleur corner de toute la NFL? Bon, ça, j'en doute. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de prendre la place. Pour moi, Sauce Gardner, déjà après une saison, là, est le joueur probablement numéro 1 dans cette liste-là avec les Jets. Mais quand même, de former un duo Jalen Ramsey et Xavier Howard, ça, c'est si Xavier Howard reste parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être libéré après le 1er juin. Mais si on réussit à créer ce duo-là, on a de bons safety aussi à Miami. Je crois que cette défense-là peut retrouver un peu l'essence qu'elle avait il y a 2, 3 ans. Et si l'attaque poursuit en plus, ben là, Miami va vraiment devenir une puissance dans l'AFC et la NFL. Mhm. Ouais, non, je te suis à 100% là-dessus. Un petit mot, parce que au niveau draft, vous avez eu, je crois, 4 choix. Est-ce que tu en as retenu quelque chose? Parce que bon, c'est vrai que c'était des choix loin. Je crois que c'était au troisième tour, quatrième tour, des trucs comme ça, il me Exact. semble. Est-ce Exact. que tu... Puis, non, écoute, je ne fais pas état. Oui, il y a des ajouts intéressants. Je pense que ça va venir aider cette équipe-là plutôt tard en saison parce que ben, tu sais comme moi, quand on regarde les joueurs repêchés, souvent les choix de premier tour, deuxième tour, rapidement sont envoyés dans la mêlée, surtout s'il y a un manque de profondeur à la position. Et souvent, les autres joueurs du repêchage arrivent quand même dans leur première année, mais souvent plus en deuxième moitié de saison, le temps de s'acclimater à l'entraînement avec les joueurs, le temps de perfectionner leur jeu un peu. Et ceux qui se démarquent, ben, ils obtiennent du temps de jeu. Je pense que pour l'alignement partant de Miami, c'est pas un gros impact présentement parce qu'on regarde les positions clés où ils ont repêché
premiers, entre guillemets, même si ce ne sont pas des choix de premier tour. À la position encore de corner, à la position de running back, c'est des positions où on a déjà du talent à Miami, où il y a déjà des joueurs, mais on ajoute de la profondeur parce que c'est des positions où, tu le sais comme moi, il y a énormément de blessés en cours de saison. Malheureusement, oui. Allez, la question que je pense que tout le monde doit se poser, est-ce que Tua sera, selon toi, présent toute la saison? Et sinon, est-ce que le sophomore Skylar Thompson ou Mike White seront suffisants à ton avis pour tenir, même si tu nous as donné une première réponse avant? Ouais, écoute, je vais commencer par ta deuxième question. Selon moi, Vas-y. si la majorité des rencontres sont jouées par des carrières qui ne sont pas toi, donc soit Mike White, soit Skylar Thompson, pour moi, ça fonctionnera pas pour les Dolphins. Je pense qu'on a vu que ce sont des carrières qui. Bon, Skylar Thompson, c'était une recrue l'an dernier. Quelques jeux où il a réussi à bien faire, mais encore là, sur un match complet, c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'établir. Bon, dans une deuxième saison, on pourrait avoir une progression, c'est sûr, mais on dirait que j'aimerais pas prendre ce pari-là avec Miami présentement. Et du côté de Mike White, je suis convaincu, comme tout le monde, que c'est un excellent second. Il peut venir terminer des matchs, il peut commencer un ou deux matchs dans la saison si c'est nécessaire à cause des blessures. Mais encore une fois, si on doit le laisser sur le terrain toute l'année, j'ai de la difficulté à le voir connaître du succès parce qu'avec les Jets, ce qu'on voyait, c'est que souvent, il était capable de faire avancer le ballon, mais qu'une fois qu'on arrivait à la ligne de 20 ou à l'intérieur de la zone rouge, zone payante, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Il était incapable d'aller aider son équipe à marquer des touchés. Puis dans la NFL, surtout dans l'AFC présentement, où il y a d'excellentes attaques, ben, les matchs de football ne vont pas se gagner à coups de 3 points, ils vont se gagner à coups de toucher. Donc pour moi, non, il faut absolument que Tua reste en santé. Maintenant, je tombe sur ton autre question. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Ben, écoute, je trouve qu'on est peut-être un peu parti en peur avec la saison dernière. Oui, c'était inquiétant. Et oui, comme tout le monde, je me pose les questions. Sauf qu'en même temps, on en a vu des carrières qui se sont blessés par le passé et ça ne veut pas dire que pour le reste de leur carrière, ça a été le cas. Là, on parle d'un gars fragile qui a eu des blessures également à l'université. Sauf que les blessures à l'université n'avaient pas rapport avec des commotions cérébrales, c'était des blessures aux chevilles, des blessures à la hanche également qu'il avait eues. Donc, pour moi, je ne suis pas prêt à dire tout de suite que c'est un pari, un pile ou face là, de 50-50 à savoir s'il va être capable de jouer ou non. Je pense qu'il faut faire confiance au processus. Maintenant, si effectivement il se blesse, je me demande quelle sera la suite des choses pour lui avec les Dolphins parce qu'il faut prendre une décision contractuelle éventuellement. Ouais, c'est vrai que c'est la grosse interrogation. C'est celle qui m'empêche de m'enflammer pour vous, quoi. Parce que sinon, pour le Ouais, reste, la c'est une free belle équipe agency, sinon. ouais, l'équipe est bonne, hein, franchement, même si tu sais très bien que mon équipe de base, c'est les Pats. Donc voilà, mais Ouais, bon, ça, je m'en fous. J'ai rien contre le fait de dire qu'une équipe est bonne, peu importe qui c'est, quoi. L'équipe est bonne, j'ai juste peur maintenant sur le cas Tua, quoi. On en a parlé, on en a reparlé. J'espère juste mm-hmm. pour lui, on lui souhaite que du bon, quoi. C'est sûr qu'il est là. On a vu l'année dernière, ça a fait des étincelles, notamment avec Tyreek Hill et Jalen Waddle, qui étaient tous les deux à plus de milliards. Ouais. Ils sont capables de rentrer dedans, même aux Bills et à toutes les autres équipes. Donc, il y a de fortes chances que si Tua est là, il y a playoff et ça peut aller peut-être finale de conf. Ouais, ça va être difficile. C'est tellement difficile à évaluer parce que on s'entend, le AFC East est redoutable cette année. Je crois que les Patriots sont un peu en arrière des trois autres équipes, étant donné les points d'interrogation en attaque, mais ça reste quand même une unité défensive très coriace. Ils vont gagner des matchs importants cette année. Ils vont venir jouer dans les plates-bandes des autres équipes. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils vont terminer 0-6 contre leur division. Moi, je suis convaincu qu'ils vont aller voler au moins une ou deux rencontres, soit aux Jets, aux Bills ou aux Dolphins. Mais maintenant, la course aux Bills, Dolphins, Jets, bien malin est celui qui peut prédire comment elle va se terminer. Les Jets, l'an dernier, on s'est tué presque tout le monde à dire que s'ils avaient eu un carrière, ne serait-ce que compétent, ils auraient participé aux éliminatoires. Ben là, cette année, ils arrivent avec Aaron Rodgers au poste de corps, donc tous les espoirs sont permis. Les Bills, on les connaît depuis quelques saisons. Je suis pas prêt à dire que cette équipe-là s'est vraiment améliorée, par exemple, au cours de la saison morte, donc ça va m'intéresser de voir ce qu'ils vont faire. Mais quand tu as Josh Allen au poste de corps, tu es toujours un danger dans la NFL. Donc, non, ça va être une course à trois qui va être extrêmement, mais extrêmement serrée. Et je ne serais pas surpris que les trois équipes participent aux éliminatoires. Maintenant, vivement le premier rang pour avoir des matchs à domicile parce que tu le sais,
si l'équipe, tu termines deuxième ou troisième, tes chances de jouer un match à domicile sont extrêmement, mais extrêmement basses. Ah bah d'accord. Bah écoute, en plus tu fais une bonne transition au cas où, on va faire une petite pub pour la chaîne. Si jamais vous découvrez un peu de la chaîne et si vous connaissez pas trop la NFL, vous pouvez suivre la vidéo tuto sur les playoffs. On vous explique tout, donc n'hésitez pas au cas où. Voilà. Petit mot, petite pub. Ouais. Dernière petite question avant de passer au calendrier. On en avait déjà parlé notamment vendredi. Est-ce que tu penses que Dalvin Cook pourrait vraiment venir chez vous? Alors, il y a des affinités avec la Floride, il me semble, mais selon toi, est-ce que c'est possible au niveau du cap salarial et même est-ce que c'est possible réellement quoi, ou est-ce que c'est juste un simple fantasme? Ben, on dirait que je le vois comme un fantasme. Et puis, je te dis, je suis assez actif sur la communauté Twitter des Dolphins. Et je peux te dire que c'est un joueur populaire. Les gens veulent que Dalvin Cook s'amène à Miami. La raison pour laquelle je me dis, il faut spécifier aussi le Dalvin Cook qui va être libéré après le 1er juin, donc par les Vikings du Minnesota. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré pendant longtemps, Dalvin Cook. Malheureusement, tu le sais comme moi, les running backs, à un certain point dans leur carrière, ça se termine comme ça. Hein. La pente arrive rapidement, les blessures aussi, puis Dalvin Cook en a eu beaucoup au cours de sa carrière. Ce que j'aime de ce joueur-là, c'est que c'est un porteur de ballon qui peut être là pendant 3 essais, donc il est capable de courir avec le ballon, mais d'attraper des passes aussi. Donc, si tu te retrouves dans une situation de troisième essai et disons 8 verges ou 10 verges, ben, tu peux le garder sur le terrain parce qu'il peut encore être utile. Ceci étant dit, je ne sais pas à quel point il cadre dans la philosophie d'attaque de Mike McDaniel parce que si on regarde tous les porteurs de ballon, les running backs qu'il a amenés l'an dernier, puis on peut même dire la même chose des receveurs, ce sont des gars qui ont une vitesse naturelle exceptionnelle, vraiment une attaque éclair. Et je ne suis pas sûr que Dalvin Cook, à ce point-ci de sa carrière, cadre vraiment dans ce moule-là. Et en fait, même je me dis que si Miami était pour amener un porteur de ballon supplémentaire dans son équipe, on dirait que j'aimerais que ce soit ce qu'on appelle un marteau, donc un joueur qui est capable sur des courtes distances d'aller frapper un joueur, d'aller gagner une verge d'extra, parce que des porteurs comme ça, il n'y en a pas à Miami. Il n'y en a pas eu depuis un méchant bout. Donc on dirait que je ne suis pas sûr que le fit serait parfait avec les Dolphins. En même temps, comme je le dis, c'est un joueur tellement talentueux que je ne suis pas capable de dire non non plus à dire qu'il n'y aura pas de succès. Donc je pense que ça va être une question salariale. Ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a probablement une équipe qui va être prête à offrir plus à Dalvin Cook au niveau monétaire que Miami. Ceci étant dit, est-ce que cette équipe-là a des meilleures chances de succès de Miami? Parce qu'à ce point-ci de sa carrière, Dalvin Cook, il n'en reste plus beaucoup des chances d'aller gagner un Super Bowl ou de faire du dommage en éliminatoire. C'est peut-être sa chance là, de le faire avec Miami. Je crois que d'ailleurs, cette dernière saison, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois qu'il a fait les 4 dernières saisons, je crois, plus de milliards à chaque fois, si je raconte pas de conneries. Ouais, exact. Il y a une fois où il a été blessé, si je ne me trompe pas, mais bref, avec le total de verges qu'il fait par réception, en plus de ce qu'il fait au sol, c'est assurément là, une valeur sûre dans le Et, champ. et en plus, c'est un excellent finisseur. Je sais plus à combien il est TD, quoi, mais c'est vrai qu'en général, c'est une valeur sûre pour marquer un touchdown. Et il y a eu du succès contre Miami l'an dernier. En plus. Ouais. Eh ben, écoute, je te propose de terminer ce segment par un petit pré-prono, comme j'aime bien les appeler, match par match de tes Dolphins. Donc, je te donne chaque équipe, enfin chaque match, et à chaque Ouais. fois, tu me dis vainqueur ou perdant. Et après, on voit le bilan. Alors, t'es prêt? Ouais, allons-y. Allez, le premier match, c'est aux Chargers. Ouais, Victoire, défaite? Vas-y, écoute, vas-y. ça va être un match difficile. Je t'explique pourquoi. De un, le début de calendrier, on va le voir, là, mais le début de calendrier est assez difficile pour les Dolphins, même que je te dirais qu'au niveau de la NFL au complet, c'est probablement un des, sinon le calendrier le plus difficile cette saison, celui de Miami. Et les Chargers, l'an dernier, les Dolphins les ont affrontés également à Los Angeles. Et c'est eux qui avaient un peu trouvé la solution, comment battre les Dolphins avec Tua dans l'alignement. C'est-à-dire, on donne rien dans le milieu, on force Tua à faire les lancers sur les lignes de côté. Et Tua a les athlètes en Jalen Waddle et Tyreek Hill pour aller courir sur les lignes de côté. Par contre, ça avait été plus difficile pour lui de faire ces lancers-là. Puis ceux qui suivent le football un peu, ben, vous le savez, la ligne de côté, elle rate aucun plaqué. Hein? Donc, si tu n'es pas capable d'envoyer le ballon à l'intérieur de la ligne, si c'est un peu à l'extérieur, que ton joueur est obligé de sortir un pied, ben, ça ne fonctionne pas. Puis ça a été des lancers plus difficiles pour Tua l'an dernier. Ceci étant dit, s'il est capable de s'adapter et si les Dolphins ont fait leur devoir,
en voyant le calendrier, en voyant qu'ils allaient encore affronter les Chargers, que c'est une équipe qui devait affronter différemment. Considérant que Miami devrait avoir une meilleure défense cette année, je pense qu'ils vont s'adapter et qu'ils vont battre les Chargers. Ouais, je pense, je pense aussi. De toute façon, ouais, non, puis tu as quand même un peu plus d'expérience aussi, donc Ouais, je dis Dolphins. Deuxième match, ça se passera à New England. ouais. Victoire, défaite. Je vais y aller avec une victoire encore une fois, mais écoute, s'il y a une équipe qui va me faire des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie, peu importe qu'elle soit bonne ou non, c'est bien les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, écoute, je vais y aller avec une victoire. On en a parlé tantôt. Pour moi, Miami est tout simplement une meilleure équipe que la Nouvelle-Angleterre. Et surtout, parce qu'on est en début de saison, la quantité de blessures d'un côté et de l'autre risque d'être, somme toute, assez basse. Et donc, une équipe des Dolphins en santé devrait, selon moi, battre la Nouvelle-Angleterre. Ouais, j'ai dit aussi Miami. Troisième match, ça sera à la maison. Ça sera contre les Broncos de Denver, version Sean Payton. Ouais. Alors, Écoute, celui-là, il est difficile à évaluer, pas nécessairement parce que c'est l'équipe qui est si puissante, c'est qu'ils ont tellement été mauvais l'an dernier, avec un aliment pourtant si talentueux, que c'est difficile d'évaluer un peu comment ils vont sortir cette saison. Oups, excuse-moi. On pas de dirait souci. qu'après, juste avant le match, j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure impression parce que Denver va avoir joué ses deux premières parties, on va pouvoir les avoir évaluées. Le problème avec Denver l'an dernier, c'est qu'ils étaient incapables de marquer des points. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui marquait le moins de points dans toute la NFL en moyenne par match. Euh, j'ai de la difficulté à voir une équipe venir battre Miami chez eux dans la température très chaude de quoi on va être en fin septembre, début octobre à ce moment-là. Et si Miami marque 20 points, comment est-ce que les Broncos peuvent réellement répliquer avec cette équipe-là? Donc, je pense que ça va être un match plus difficile qu'en paraît, mais je pense que Miami peut le gagner. Bah, écoute, déjà les Broncos cette année avec Sean Payton, je pense déjà dès qu'il est arrivé, il a mis un peu les choses au clair. Donc ça sera pas la même équipe, ça tout le monde, On s'entend. tous ceux qui écoutent cette émission, mettez-vous ça dans la tête. Les Broncos 2022, les Broncos 2023, ça va être complètement différent. C'est notre philosophie. Là, c'est un coach expérimenté. Il est arrivé, il a tout de suite posé ses couilles sur la table, si je peux me permettre l'expression. Ouais, Ça va changer. Par contre, tu m'as piqué mon argument parce que je vais jouer quand même Miami pour une seule raison, parce que déjà à domicile, fin septembre, début octobre, en général, les équipes qui sont visiteuses sont enfin, je sais pas à quelle heure ça sera le match, mais normalement, ça sera, je pense, ça risque d'être à 13h ouais. heure du Québec. En Le général, les soleil équipes plombe. visiteuses, voilà, exactement. Les équipes en fait qui sont visiteuses sont en plein cagnard, donc en général, ça affecte. Je me rappelle l'année dernière, le match, Les c'était Miami Bills. contre Buffalo. Ouais, voilà. Ouais. Ça avait porté ses fruits. On s'est posé la question de pourquoi, du comment. Et ben en fait, être en plein cagnard à Miami, même en plein septembre, ça risque de faire déjà un petit impact. Donc je dis aussi Miami. On en a parlé à l'instant. On va en parler maintenant. Buffalo. À Buffalo, dans la Bills Mafia. Ouais, ce match-là, écoute, c'est probablement un des environnements les plus hostiles d'un point de vue sportif dans le monde. Moi, je suis allé souvent voir des matchs des Bills à Buffalo. Et je te confirme, tu ne veux pas arriver là avec un chandail de l'équipe adverse, hein, parce que les gens vont te le laisser savoir. Tu vas te faire lancer de la bière, tu vas te faire crier après. Donc, non, c'est un environnement hostile. Je vais donner une première défaite aux Dolphins à Buffalo. Les Bills qui jouent chez eux, c'est encore une température assez clémente à ce temps-là de l'année à Buffalo. Mais écoute, cette équipe-là va être en train de prendre son vent dans les voiles. Buffalo va avoir eu quelques matchs aussi pour s'habituer aux quelques changements qu'il va avoir eu dans l'équipe. On est rendu à la semaine 4 à ce point-là. Donc, non, je vais donner ce match-là aux Bills, mais ce ne sera que partie remise. Ouais, je vais jouer aussi Buffalo. Mais ouais, ça va être un beau match. Je pense que ça va être un beau match. Mais ouais, je vais jouer la défense de Buffalo surtout. Ah tiens, par contre, bah, justement, tu parlais de Buffalo. Alors, tu nous confirmes, parce que c'est vrai que beaucoup de monde n'a malheureusement pas eu l'occasion, surtout pour les Français, Ouais. d'être allé voir un match, un vrai match aux États-Unis. Donc, la Bills Mafia, c'est comment en vrai? On fait une petite interlude. Allez. Ils sont fous, pour vrai. Ils sont fous. Écoute, les tailgates qu'ils font avant la partie, donc dans le stationnement dès 8 heures le matin,
la bière qui coule déjà, les gens qui font la fête devant le stade pour mettre la table. Mais c'est agréable comme endroit. C'est sûr que si tu te présentes avec un chandail de l'autre équipe qui tu fais exprès d'aller narguer, tu vas mal t'en sortir. La première fois que je suis allé, c'était contre les Dolphins, justement. Ça fait déjà plusieurs années. Mais je suis allé par la suite voir les Bills jouer contre plusieurs équipes, contre Pittsburgh, contre Houston, contre des équipes donc, qui ont aucun rapport avec la mienne. Puis quand tu te laisses emporter par la foule, c'est vraiment un endroit plaisant. Pour nous, en plus, à Montréal, c'est quand même bien parce que c'est une des équipes qui est pas trop loin. C'est un 6 heures de route peut-être. Il y a Boston qui est plus près, mais sinon, c'est pas mal ça. Le Boston, Buffalo, New York, ce sont les équipes qui sont les plus faciles à aller visiter. Puis de loin, la meilleure ambiance, elle est à Buffalo. Mm. Et est-ce que c'est aussi fou que le fameux reportage qui était passé, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque sur Barstool Sport, je sais pas si tu l'avais vu là justement sur la Bills OK. Mafia. Ça me dit J'ai- rien, mais j'ai aucune difficulté à croire que tout est vrai. Si on voit des gens qui se jettent sur les tables, des gens qui sautent de leur voiture, ouais, non, tout ça, c'est vrai. C'est pas juste si t'es chanceux, tu vas en voir. Si tu y vas, c'est sûr que tu vas en voir. Ouais, il y a aussi des mecs qui sont déguisés en dinde et qui se font cuire le jour de Thanksgiving. Ouais, exact. Et puis il y a des gens qui achètent des chandails de l'équipe adverse, qui les mettent sur le barbecue pour le faire brûler. Non, c'est spécial, c'est spécial. Donc voilà, si vous voulez une ambiance conviviale et sympathique, allez à Buffalo, on vous confirme, Buffalo. c'est vrai. Ouais, Match ouais. suivant, ça sera un peu plus studieux, pardon, ça sera contre les Giants de New York. Ouais, une autre équipe sur laquelle il y a beaucoup de points d'interrogation parce que l'an dernier, ils ont évidemment fait un saut vers l'avant. Daniel Jones, qui a signé son gros contrat, a connu de loin sa meilleure saison. Mais encore là, on ne peut pas dire qu'il a connu une saison de carrière élite. Et pour moi, avec le contrat, ce qu'on s'est dit, c'est s'il nous redonne la même saison qu'il a connue l'an dernier, qui était sa meilleure, je le rappelle, ce ne sera pas suffisant. On dirait qu'on veut passer à un autre niveau chez les Giants. On veut avoir une attaque qui fait vraiment des flamèches. Et je regarde l'entourage qu'on a donné à Daniel Jones. Et c'est pas un mauvais groupe de receveurs, mais c'est pas un grand groupe de receveurs avec. C'est pas l'élite pour moi. J'ai de la difficulté à voir Daniel Jones répéter les exploits de l'an dernier et je m'explique. Tu te souviens avant comment non seulement les interceptions, mais les revirements, les ballons échappés, comment c'était un problème avec ce carrière-là. Et l'an dernier, on dirait qu'on a tout réglé ça. Mais le faire 2 ans de suite, on dirait qu'on assume qu'il va le refaire, que le problème de revirement est réglé. Mais attention, ça peut revenir, ce genre de problème-là. Ça se peut une saison où on s'en tire mieux. Surtout une première saison avec un nouvel entraîneur. Tu sais, des fois, il y a un vent de fraîcheur. On dirait qu'on est mieux, qu'on est prêt à une nouvelle ère. Et que là, l'année 2 arrive et finalement, on se casse les dents à se dire non, on est encore la même équipe qu'on était avant. Euh, Ce match-là est disputé à New York, si je ne me trompe pas. Non, c'est À c'est chez Miami. vous, c'est chez vous, c'est OK, chez bon, vous, ouais. à Miami. Parce que c'est à Miami, on dirait que j'ai le goût de le donner encore aux Dolphins parce que les Giants, pour moi, ne sont pas une équipe d'élite. C'est une bonne équipe dans la NFC, mais il faut dire le ballon n'est pas pareil. Hein? Participer aux éliminatoires dans la nationale et participer aux éliminatoires dans l'américaine, par les temps qui courent, c'est pas du tout la même chose. La compétition est beaucoup moins féroce dans la nationale. Si l'an dernier, les Giants avaient joué dans l'américaine, est-ce qu'ils auraient participé aux éliminatoires? Je me permets d'en douter. Ouais, 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 non, mais de toute façon, je te rejoins à 100%. Alors moi, pareil, je dis victoire des Dolphins. Moi, Daniel Jones, on en avait parlé d'ailleurs avec un de tes compatriotes, c'était l'ami Will, qu'on salue, si jamais Ouais, il écoute, salut. de premier les buts. On avait parlé et moi j'ai dit clairement, Daniel Jones, là, il a atteint son plafond, enfin, il a fait exploser son plafond de verre. Mhm. Il ira pas plus loin. Il peut dire merci à une personne, c'est son coach. C'est Ouais, tout. Parce qu'il that's a un it. super coach qui va nous faire des miracles avec un play calling de malade. Mais non, Daniel Jones, il fera ce qu'il peut, mais ça sera pas plus loin, quoi. 3008, maxi. Et aussi, Vas-y. il faut parier. Saquon Barkley était en santé l'an dernier, a connu une belle saison. Est-ce qu'il est capable de rester en santé 2 années de suite? C'est une grosse année de contrat pour lui en plus cette année. Donc, non, on dirait que je garde mes doutes ouverts sur cette équipe-là. Surtout que eux aussi, dans l'Est de la nationale, eux aussi, ils ont un calendrier difficile, du moins plus difficile que l'an dernier. Euh, Selon moi, le AFC East a la cédule la plus difficile parce qu'il croise avec
NFC East et ils croisent avec AFC West. Donc ça va être très, très difficile, mais tout de suite après, NFC East aussi, là, une saison très difficile en vue. Mm. Match suivant, toujours à domicile, ça sera contre les Panthers. Ouais, écoute, loin de moi l'idée de vouloir donner toutes les victoires à mon équipe, mais le match contre les Panthers, je le vois pas comme étant une grande difficulté. Encore une fois, on assume que les équipes sont en santé, donc il y aura une réévaluation à faire une fois qu'on sera rendu au match. C'est le fun, les Panthers. Je vais les regarder cette année. Ils vont être sûrement très intéressants à regarder avec l'arrivée de Bryce Young, mais on va se le dire, c'est pas un alignement très talentueux. Donc, un match disputé à Miami en plus, ça va aller aux Dolphins. Bon, après, on va pas se cacher, c'est vrai que les Panthers ont été hyper actifs, un peu comme les Falcons, enfin un peu moins quand même, mais un peu comme les Falcons, ils ont été très agressifs, surtout dans la free agency et aussi bon, même pendant la draft. Moi, je donnais pareil, victoire Dolphins, parce que même s'ils vont faire, ils vont être peut-être bons, avec tous les ajouts qu'il y a, le temps que la mayonnaise prend, comme on dit chez moi, j'ai un gros doute. Si ça prend, ça prendra pas aussi rapidement. Il faudra pas 5 matchs ou 6 matchs avec peut-être un match de pré-saison Ouais. pour qu'il soit vraiment efficace. Donc, non, je dis victoire des Dolphins. Ce qui est bien Match. pour les Panthers, Ouais. rapidement, Vas-y, vas-y. ce qui est bien pour eux, c'est que même s'ils connaissent une saison, disons, ordinaire, leur division est tellement faible que leurs matchs vont rester importants et compétitifs jusqu'au moins aux trois quarts de la saison. Là, on risque parce que j'ai de la difficulté à avoir une équipe se démarquer dans cette division-là. Peut-être qu'il va y avoir un 10 ou un 11 victoires. Là, peut-être les Saints, on verra. Mais même là, ce sera un 10 victoires parce qu'on joue contre des adversaires beaucoup plus faibles. On a un calendrier beaucoup plus facile et on n'a vraiment pas une division compétitive. Donc, ce qui est le fun pour les Panthers, c'est qu'après 5 semaines, même si on est, disons, 1 et 4, ben, la saison ne sera pas complètement terminée. Les matchs ne seront pas sans valeur. On va quand même avoir un aspect compétitif pour développer les jeunes, dont évidemment Bryce Young. Ouais. Match suivant, ça sera à Philadelphie, dans la ville de l'amour fraternel. Ouais, ouais, je te vois faire la grimace. D'où je reviens, d'où je reviens, ouais. C'est vrai, oui, 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 c'est vrai, tu étais en vacances à Philadelphie, Exact. petit vénard. Ouais. Et écoute, non, celui-là, je suis pas capable de le donner aux Dolphins. Pour moi, présentement, si j'avais à choisir une seule équipe pour gagner le Super Bowl, j'irais avec les Eagles. De un, le tracé pour se rendre au Super Bowl est tellement plus simple dans la NFC, donc ça, c'est déjà un avantage pour eux. Mais de deux, ils ont tellement un avantage, un alignement talentueux. Ils ont peu de questions dans leur alignement. Et au repêchage, ben, ils ont réussi à être peut-être une des équipes gagnantes de ce repêchage-là en allant chercher un Jalen Carter que toutes les équipes passaient par-dessus. Eux, ils se sont dit, nous, on est capable de prendre ce risque-là, on va l'amener avec nous. Donc, c'est un joueur de gros talent qui s'en vient au milieu de la ligne défensive. On a battu un record pour le total de sacs du corps dans toute la saison l'an dernier. Si je ne me trompe pas, c'était 70. Je ne suis pas sûr si ça incluait saison et série ou seulement la saison, mais peu importe, on a battu le record. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a ajouté 2 autres joueurs de front défensif en première ronde du repêchage, des gars qui vont pouvoir jouer rapidement dans la saison. Donc non, Philadelphie, pour moi, c'est l'équipe à battre dans toute la NFL. J'ai beaucoup de difficultés à prédire une victoire des Dolphins là-bas. Je vais y aller avec victoire des Eagles. Ouais, pareil, à Philadelphie avec leur troupe de chasseurs de cartes. Je crois qu'il y en avait, comme je l'avais dit, je crois qu'il y avait 3 qui étaient à plus de 10 sacs la saison dernière. Ouais, ça aussi, c'est un record. Hein, ouais. Est-ce qu'ils vont renouveler? Je sais pas, mais bon, l'équipe est quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. C'est bien Où les coaché. pertes ont été remplacées, surtout. Voilà, voilà. Donc, même, comme tu dis, les pertes ont été remplacées. Donc, du coup, ça va être une très bonne équipe, très dangereuse. Bon, bien sûr, sauf si blessure. En plus, à Philadelphie, ça va pas être évident d'aller jouer non plus. Ouais, non, je vais pareil. On s'est pas consulté, je tiens à préciser Non, pour non, ceux non, qui non, nous c'est écoutent. correct. Du tout, quoi. Match suivant, ça sera contre les Patriots à Miami. Alors moi, personnellement, cette fois-ci, je joue les Pats. Mais Tu joues voilà, les quoi. Pats? Ah, mon Dieu, mais Ouais. s'il y a un endroit où ils ont toujours eu de la difficulté, même avec Tom Brady, c'était à Miami. Donc, sur celle-là, on ne serait pas d'accord. Je pense que Miami prend les deux parties contre la Nouvelle-Angleterre cette année. On est un peu plus tard dans la saison. La température est peut-être un peu moins un facteur là, à ce point-là de la saison, mais quand même, je vais y aller avec l'attaque explosive de Miami. Par contre, je ne serais pas surpris que ce soit un match serré parce que justement, ces deux rivaux, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un match entre les deux, c'est toujours une bonne partie, peu importe qui est au poste de corps, peu importe les alignements, peu importe les fiches à ce point-là de l'année, on a toujours un bon rendez-vous entre ces deux équipes-là. Mais je vais donner l'avantage à Miami contre Nouvelle-Angleterre cette année.
D'accord, OK. Non, non, moi je pense qu'il y en a un des 2 que les Pats ils vont réussir à l'avoir. Peut-être ouais, ce sera peut-être, celui-là de la week 2. J'ai un mais bon, À je crois suivre. qu'il y en a un, je pense qu'il va être pris quoi, mais voilà. Je suis pas convaincu honnêtement. Match suivant, cette fois-ci, ça sera en Allemagne. Ça sera peut-être la meilleure affiche qu'il y aura en Europe. Je crois que ça sera à Ouais. 15h30 déjà pour, tous ceux qui sont européens qui pourront voir un match à une heure décente. Et d'ailleurs, petite news, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, si vous voulez des places pour l'Allemagne, je vous conseille une chose, c'est allumer un, 2 PC et soyez prêts à l'heure précise pour vous lancer sur les places parce que Ah ça va ouais. partir comme des petits pains. Je vous Ouais, dis ça, puis voilà. cette Vas-y. année, il y a deux matchs en Allemagne cette année, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour les partisans qui vont vouloir y aller. Mais à simple titre indicatif, est-ce que, parce qu'il y a des matchs à Londres, il y en a là, cette année, l'an passé, c'était à Munich, si je ne me trompe pas, cette année, c'est à Francfort. Est-ce Exactement. que c'est plus court, plus accessible pour vous d'aller en Allemagne que d'aller à Londres? Alors moi personnellement, je vis près du Luxembourg et de l'Allemagne, donc oui, c'est beaucoup plus OK. court et Francfort, c'est encore plus près pour moi parce que Francfort, je crois, je dois être à 3 heures de route et OK, vrai. tout ce qui est côté est, oui, c'est plus facile, quoi. Après, ça dépend. Si tu habites plutôt sur le haut nord, le nord-nord de la France, tu as plus Ouais. facile peut-être à aller à Londres. Pour OK. nous, c'est plus facile d'aller en Allemagne, quoi. OK. Pour revenir au match en tant que tel, Super match donc, d'ailleurs. ouais, Kansas City contre Miami. Le premier affrontement de Tyreek Hill contre son ancienne équipe. Et ce match-là, s'il avait été en Amérique du Nord, il n'aurait pas été à Miami, il aurait été à Kansas City. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus du fait que le retour de Tyreek Hill ne se fera pas à Kansas City. Euh, j'ai de la difficulté à évaluer ce match-là. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il peut aller d'un bord ou de l'autre. Ce que je veux dire, cependant, c'est que j'ai l'impression que la meilleure chance pour Miami de gagner ce match-là, c'est le fait qu'il soit disputé en Europe, à Kansas City, à un moment où ça s'en vient tranquillement, pas vite, assez frisquet là, à Kansas City, surtout pour une équipe qui arrive directement de la Floride, surtout pour un corps arrière qui joue en Floride, mais qui avant jouait en Alabama, puis qui a grandi à Hawaii, donc toujours dans la chaleur, qui n'a pas nécessairement une grande expérience des matchs dans le froid. Je pense que ça aurait été très difficile d'aller gagner ce match-là à Kansas City. Ça va être très difficile de le gagner à Frankfurt également. Cependant, je pense que c'est ce qui donne la meilleure chance aux Dolphins de l'emporter. Je vais quand même donner le match aux Chiefs parce que j'ai de la difficulté à parier contre Patrick Mahomes. Ouais, je vais faire pareil. Je vais faire pareil parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a un coup de chance pour Miami, mais La c'est puissance pas des Chiefs, c'est ouais, difficile c'est pas à Mahomes. battre. Et surtout que là, le groupe de receveurs de Patrick Mahomes est affecté depuis 2 ans. On lui retire des armes après armes après armes. Là, encore une fois, il perd Juju Smith-Schuster durant la présente saison morte. Par contre, la bonne nouvelle pour lui, c'est que là, on va être rendu à la semaine quoi? 8 à ce point-là? 7 ou 8? Ça sera Euh, début novembre, ça, il me semble. ouais, Mais ouais, alors la date bon, exacte, je sais plus. donc, on le voit souvent dans le jeu des Chiefs. Il y a une saison en septembre et octobre, et à partir de novembre, on tombe dans une autre saison. Cette équipe-là prend une coche supérieure. Souvent, la défensive est horrible en début de saison, et en fin de saison, d'une quelconque façon, elle devient une des bonnes lignes, une bonne défensive de toute la NFL. Le fait que le match ne soit pas donc disputé en début de calendrier me dit ben, les Chiefs deviennent meilleurs et meilleurs de semaine en semaine. Je vais y aller avec Kansas City pour ce match-là. OK. Match suivant, ça sera, nouveau chez vous contre les Raiders. Bon, moi, j'annonce tout de suite, victoire Miami. Ouais. Non, j'aime pas ce qu'on fait à Las Vegas avec l'organisation. Pour moi, de passer de Derek Carr à Jimmy Garoppolo, c'est plus ou moins la même chose. On n'a pas une grande amélioration. On ne descend pas nécessairement vraiment non plus, mais on doit remixer tout, refaire le cahier de jeu, réapprendre la culture de l'équipe avec quelqu'un de nouveau. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur le clou de dire ah, mais c'est la réunion entre Jimmy Garoppolo et Josh McDaniels qui ont été ensemble avec les Patriots. Mais Jimmy Garoppolo était second dans le temps, donc il n'a pas joué beaucoup de matchs sous les ordres vraiment de Josh McDaniels. Même quand il a eu l'opportunité, il s'était blessé, puis c'était Jacoby Brissett qui avait pris sa place. Donc, je trouve que le facteur entraîneur KR, dans ce cas-ci précis, je ne vois pas à quel point il s'applique vraiment. Année après année, ils ont tellement eu d'échecs au repêchage
Si tu réussis à arrêter Josh Jacobs dans un match, là, j'ai de la difficulté à voir les Raiders connaître du succès. Après, bon, c'est vrai, il n'a pas souvent été titulaire à New England, mais après, c'est vrai qu'il connaissait quand même le cahier de jeu. Donc, je Oui, ça, on pense. s'entend. Voilà, il ne l'a pas forcément appliqué en réel, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr, l'entraînement, quoi. Mais non, je pense qu'il y a. Après, bon, Garoppolo, c'est plus un game manager. Derek Carr, je vois quand même un peu plus haut, quand même. C'est deux quarterbacks Ben, que j'aime bien. ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la possibilité d'exploser est plus belle avec Derek Carr. Ceci étant dit, pour moi, je les mets dans la même catégorie au sens que c'est pas des corps élites. Tu as raison de dire que Garoppolo est peut-être un peu plus manager que Carr. Cependant, avec San Francisco, tu avais une équipe faite pour avoir un corps arrière manager, tandis que Derek Carr avait toujours son gars clé à aller chercher avec les Raiders. Donc, c'est des situations un peu différentes, mais ça revient du pareil au même, au sens que même si leur style est un peu différent, je vois pas comment on peut élever la barre tant que ça avec un ou l'autre. C'est pas pour moi des carrières qui aspirent à de longs parcours en éliminatoire ou à du succès dans un Super Bowl. Je sais que Garoppolo s'est déjà rendu au Super Bowl, mais vous retournerez regarder les matchs, il lançait 8 ballons par match à peu près. Donc non, c'est ça. Ça m'inspire pas grand-chose. Las Vegas, je vois pas en quoi on est une meilleure équipe qu'on l'était par le passé. Donc, tu dis Miami vainqueur alors, contre les Raiders. Miami vainqueur, exact. Ok. Match suivant, ça se passera à New York, mais cette fois-ci, ça sera contre les Jets. Ouais. Écoute, Aaron Rodgers a toujours connu des bons matchs contre Miami. On en a vu un à Noël encore l'an dernier où il est allé remonter ça en fin de match pour l'emporter. Et je me rappelle 4 ans avant et je me rappelle 8 ans avant les autres affrontements Green Bay contre Miami. Puis c'était toujours Aaron Rodgers qui était la clé. C'est pas sa défense qui venait voler des matchs, c'était lui-même qui allait les chercher. Les Jets me font peur cette saison. Ils ont une bonne équipe. Ils ont amené des gars de Green Bay comme Alan Lazar, personne n'en parle. Autant Randall Cobb, ça va être un rôle de profondeur, on s'entend. Et là, il va rencontrer Garrett Wilson en plus, qui va être son meilleur receveur cette saison avec les Jets. Il y a tellement eu de succès chez les joueurs recrues l'an dernier. J'ai comme l'impression que ces gars-là vont encore être capables d'amener à la table un Bruce Hall qui va être en santé. On a connu Sauce Gardner en défense l'an dernier. Pour moi, c'est peut-être le meilleur corner de toute la ligue présentement. Donc, je vais donner la victoire aux Jets sur celle-là. Je pense que ça va être difficile contre les Jets cette année. Moi, je vais rester sur Miami. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Je vais le prendre. Match suivant, ça sera peut-être un peu plus facile, quoique peut-être, à Washington. Ouais, contre les Commanders. Écoute, eux, il y a un gros point d'interrogation parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est Sam Howell qui va être le carrière partant là-bas. Et la vérité, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose sur lui. On ne l'a pas vu, du moins au niveau de la NFL. On a vu un départ, si je ne me trompe pas, l'an Je dernier. crois, ouais. C'était alors que la saison, c'était un match qui ne comptait pas vraiment pour Washington. Il avait été correct, il avait évité les revirements, mais il n'avait pas non plus mis de gros chiffres sur le tableau. C'est le mystère avec cette équipe-là depuis des années. Ils ont tellement une bonne défense, mais ils sont incapables de faire fonctionner l'attaque. La question aussi, c'est que rendu à ce point-là de la saison, est-ce que Sam Howell va encore être le carrière? Parce qu'on pourrait tirer sur la corde assez rapidement. Écoute, si la défense porte cette équipe-là, tant mieux. Mais dans la division dans laquelle ils sont, dans le parcours qu'ils vont avoir cette saison, c'est pas suffisant. L'an dernier, je pense qu'on a terminé pile à 500 avec Ouais, je crois, ouais. 8-8-1, si je ne me trompe pas. Bref, on avait connu une bonne saison dans les circonstances, malgré la grosse division. Ben, avec un calendrier plus difficile cette année, puis avec un point d'interrogation encore plus grand au poste de carrière, je ne suis pas capable de prédire une bonne saison à Washington, malheureusement. C'est plate parce qu'on a un Québécois qui joue là-bas, Benjamin Saint-Just, à qui je souhaite énormément de succès cette saison, puis pour la suite de sa carrière. Mais contre Miami, non, je vais prendre les Dolphins. Ouais, pareil. Dolphins, puis trop instable à Washington. Puis de toute façon, je pense que actuellement, c'est encore la quatrième et bonne dernière équipe Ouais, de la NFC Est. oui, on On va s'entend passer. là-dessus. Voilà. Match suivant, ça sera contre les Titans à domicile. Cette équipe-là, écoute, déjà que c'est une équipe qui est à la baisse présentement, bon, on a parlé tantôt un peu de leur reconstruction, et le seul atout qui leur reste en attaque vraiment, ben, c'est Derrick Henry.
Et à ce point-là de la saison, si les Titans ont une fiche qui les exclut complètement du portrait éliminatoire, ce qui ne serait pas surprenant, ben, j'ai de la difficulté à les voir connaître énormément de succès. Puis surtout, est-ce que Derrick Henry va vouloir porter le ballon 25 à 30 fois par match pour une équipe qui serait 1-8, disons? On dirait que j'ai de la difficulté à y croire. Ce qu'il faut se poser, par exemple, comme question, c'est est-ce que Will Davis pourrait être le carrière partant à ce point-là de la saison? Parce que, bon, on connaît la situation avec Ryan Tannehill, c'est sans doute sa dernière saison là-bas. À un point ou à un autre, on va donner le ballon à Davis parce qu'on va vouloir savoir qu'est-ce qui va en être la saison prochaine pour l'équipe dans la reconstruction. Mais c'est difficile de prédire est-ce qu'il va être là à ce moment-là de la saison. Mais peu importe, je vais y aller avec une victoire des Dolphins. C'est une meilleure équipe que Tennessee, peu importe. Exactement, exactement. Rien d'autre à redire, chef. Match suivant, ça sera encore à Miami, ça sera contre les Jets, le match retour. Est-ce que tu y crois plus Ouais, cette fois-ci? j'y crois plus, mais j'y crois pas assez. Je l'ai dit, Aaron Rodgers connaît toujours des bons matchs contre les Dolphins. J'ai l'impression que c'est quelque part où ça va faire très mal à Miami, peut-être dans la course. Même, c'est peut-être ce qui va décider la course au sommet de la division, ou du moins qui va sortir Miami de la course pour remporter l'AFC East. Je vais y aller avec les Jets dans ce match-là. D'accord, bah, moi je vais sur Miami. Match suivant, ça sera contre les Cowboys de Dallas. Ça sera à Miami encore. Ouais, les Cowboys jouent toujours leur meilleur match quand ils jouent contre des bonnes équipes et ils jouent toujours leur pire match quand ils jouent contre des mauvaises équipes. Ça va être un match serré. Le match est à Miami, tu m'as dit, ou à Dallas? Si je me trompe pas, c'est à Dallas. OK, Non. à Dallas. Bon, tu vois, à Jerryland. Non, ça va être Non, un non, non, match pardon, difficile. pardon. À À Miami, excuse-moi. Miami? À OK, Miami. à Normalement, Miami. si je me suis Ouais, trop pas parce que trompé, c'est Miami. ben, il y a beaucoup de matchs à domicile en fin de saison pour Miami cette année, c'est ce que j'ai remarqué. Je vais y aller avec Dallas. C'est honnêtement un match que Miami devrait gagner même. Sauf que les Cowboys sont tellement capables de sortir fort à des moments où on s'y attend le moins. C'est un groupe de joueurs très talentueux à Dallas. Eux, ils ont évidemment des espoirs. Ils pensent qu'ils vont gagner le Super Bowl à peu près à tous les ans. Je vais y aller avec Dallas, mais c'est surtout pour ramener un peu la réalité dans les faits. C'est qu'il y a des matchs où tu es supposé gagner puis tu vas les perdre quand même. Je pense que tous ces matchs-là, depuis le début, on les donne à Miami. Je pense au match contre les Broncos, je pense au match contre les Titans, je pense à plusieurs autres matchs, les matchs contre la Nouvelle-Angleterre, que moi, je les ai donnés à Miami. Je pense qu'ils pourraient là, en échapper un contre Dallas. Ce ne serait pas une grande surprise. Je pense qu'ils vont. Ouais, je te rejoins, ils vont l'échapper parce que je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai envie de croire aux Cowboys, hein. Habituellement, je suis pas forcément Ouais. Cowboys, mais là, je sais pas, j'ai envie d'y croire, quoi. J'aime bien ce qu'ils ont fait, c'est bien, il n'y a pas d'éclat, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Moi, j'ai envie d'y croire, donc je vais dire Cowboys aussi. Parfait. Avant-dernier match, ça sera à Baltimore. Contre les Ravens. Et ça, à Baltimore, c'est un autre endroit où je peux te dire que les Dolphins ont de la difficulté année après année. Puis par bon, tu sais comment le classement, comment les horaires sont faits. Souvent, quand tu finis au même rang dans la division, ben, tu vas t'affronter la saison suivante. Et Dolphins et Ravens ont pris la mauvaise habitude de toujours terminer au même rang, donc ça s'affrontent pratiquement à tous les ans. Et les matchs à Baltimore sont toujours extrêmement difficiles pour les Dolphins. Le style de Lamar Jackson, qui est un gars qui court à gauche, à droite. Euh, le fait qu'on ait amené un gars comme David Long, je pense que c'est parfait pour ce genre de match-là, justement, parce que j'en parlais tantôt, comme linebacker, c'est un gars qui est capable de courir d'une ligne de côté à l'autre sur un même jeu, très athlétique, capable de rattraper un joueur. Mais un gars comme Lamar Jackson, tu le sais comme moi, il peut filer entre les doigts des gars, il fait rater des plaqués, il est tellement athlétique et il va avoir. Je ne suis pas encore prêt à dire qu'il va avoir un groupe élite de receveurs parce que pour moi, l'addition d'Odell Beckham Jr., c'est vraiment plus un C'est un pari. poster que. Ouais, c'est un pari. Puis c'est. Même s'il performe bien, puis je suis sûr qu'il est capable de bien performer, mais Odell Beckham Jr. ne peut plus donner 1000 verges par saison à une équipe. Je pense que c'est surtout un danger dans la zone payante. Mais ça reste quand même le meilleur groupe de receveurs que Lamar Jackson va avoir eu de sa carrière. Et je lui souhaite d'avoir du succès pour une fois pour faire taire ses dénigreurs. Il a eu son gros contrat et il a pu avoir peur de se blesser et de perdre des gros sous à cause de ça. Donc, je vais y aller avec Baltimore dans ce match-là, malheureusement. Hmm. Ça va pas être un match évident. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh,
Et les Dolphins n'affrontent pas beaucoup d'équipes qui ont le style de l'attaque des. En fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes tout court dans la ligue qui ont le style d'attaque des Ravens. Mais quand on repasse sur ce qu'on a vu là, depuis le début, il n'y a pas beaucoup de KRR à la Lamar Jackson là, qui passent. Par exemple, on ne croise pas avec un Kyler Murray, on ne croise pas avec un Deshaun Watson, par exemple, qui est capable de se sauver également souvent de la pochette. Oui, on croise Justin Herbert qui est capable de le faire. Josh Allen, c'est sûr, à tous les ans. Mais dans le cadre précis là, d'un Lamar Jackson, c'est assez unique. Puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait mélanger là, une défense de Miami. J'ai de la misère sur ce match-là. Ouais, je vais jouer Baltimore. Ouais. Non, pardon, je vais jouer Dolphins. Je vais y arriver. C'est bon. Et enfin, le dernier match, ça sera contre les Bills. Ça se passera à la maison. Ouais, dans un climat. C'est pas la grosse température, là. C'est pas la grosse température à Miami rendue au mois de. On est quoi en décembre? On est peut-être même début première semaine de janvier. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, à peu près. Ouais, on est rendu en début janvier. Écoute, non, ce ne sera pas un gros avantage du terrain d'être à Miami, mais par contre, on évite le gros froid de Buffalo. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et surtout, ce match-là a des chances d'être extrêmement important pour différents scénarios. Parce que, de un, une ou même les deux équipes pourraient se battre pour le sommet de la division, mais aussi une ou les deux équipes pourraient se battre tout court pour sa survie et pour le fait d'entrer en éliminatoire. Ça va être un match extrêmement difficile. Tantôt, si je ne me trompe pas, j'ai donné le match à Buffalo aux Bills. Ben, celui qui va être joué à Miami, je vais le donner aux Dolphins. Surtout, je vais le dire, surtout s'ils ont là, le dos à côté au mur, qu'ils doivent absolument gagner ce match-là pour assurer leur survie, je vais le donner à Miami. Moi, je vais le donner à Buffalo. J'ai le donné à Buffalo parce que je pense qu'ils vont gagner la division, mais par contre, ils vont devoir se battre pour la première place. Voilà pourquoi je le Tu donne. parles dans l'AFC? Dans la FC, ouais. Je Ouais. pense qu'ils seront encore contenders pour prendre la première place à ce moment-là et ils vont tout faire pour jouer le coup à fond et pour éventuellement prendre cette fameuse première place à la bye week et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais. Donc Ce voilà, ne serait on pas a. une grande surprise non plus. Oui, 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 voilà. Après, on verra bien. Du coup, Ouais. est-ce que tu as compté le nombre de victoires, défaites que tu as donné, toi? Je t'avoue, j'ai pas suivi pendant tout le long, mais je crois avoir donné 4 défaites à Miami. Écoute, les 2 contre les Jets, Je une pense, contre Buffalo et contre Dallas et Philadelphie. Donc 5 défaites. 5 défaites, donc ça te fait 12 victoires, 5 défaites. Et moi, je Exact. dois être. Ouais, je crois que je dois être aussi 12 victoires, 5 défaites. Au pire, vous nous direz dans les commentaires Ouais, si on s'est trompé, mais exact. Vous avez calculé. Peu c'est importe, à peu on a près une ça. fiche pour participer aux éliminatoires tous les deux. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, oui, oui, largement, largement. Putain, s'il faut aller aussi loin, ça va déjà être dur, hein. Ouais. Eh ben écoute, après avoir fait ce petit tour, si j'ose dire, de la Floride, on passe maintenant au Canada, direction la CFL. Donc on est rentré depuis quelques jours dans la vraie période morte, et ça tombe bien puisque le 9 juin, c'est officiel, va débuter le championnat de la CFL. Du coup, vu que le collègue connaît bien le football canadien et son championnat, alors déjà Renaud, pour les débutants, comme moi notamment, c'est quoi les différences entre la NFL et la CFL? Bon, En quelques mots, ou quelques ouais, phrases. écoute, et assurément, il y a plusieurs règlements qui diffèrent, certains qui sont plus subtils que d'autres, mais il y en a qui sautent aux yeux. Bon, le premier, c'est évidemment la taille du terrain. Donc, plutôt que de faire 100 verges avec 10 verges de zone début des deux côtés, le terrain de football canadien fait 110 verges. On a 2 lignes de 50 et au milieu, on a la ligne de 55 qui est en fait déterminée par un C, qui est la ligne centrale. Donc, 10 verges de plus sur le terrain et les zones début, plutôt que de faire 10 verges, font 20 verges. Donc, beaucoup d'espace pour lancer le ballon dans la zone début. Et la largeur du terrain est extrêmement différente aussi. Donc, on a quoi, une vingtaine de verges, si je ne me trompe pas, si c'est peut-être même 25 verges de plus sur la largeur du terrain. Donc, le terrain, si un jour vous venez au Canada, vous voyez un terrain de football canadien et vous voyez après un terrain de football américain, par exemple, moi, quand je suis allé pour la première fois de ma vie à un match de la NFL, c'était à Buffalo, puis que j'ai vu le terrain, je me suis dit, oh mon Dieu, la télé ne fait pas justice à la réalité. Le terrain est vraiment plus petit aux États-Unis, ça paraît.
donc il y a moins d'espace. Par contre, au Canada, il y a un joueur de plus sur le terrain. Donc, plutôt que jouer 11 contre 11, on joue à 12 contre 12. Ce qui fait qu'il y a un peu un réalignement des positions. Somme toute, c'est quand même la même chose. Je te dirais que la plus grande différence, c'est que plutôt que jouer à deux safety et deux corners dans une formation de base, on s'entend, ben, tu vas jouer avec un seul safety, avec deux corners sur les côtés et il y a deux autres joueurs à l'intérieur qui jouent un peu dans ce qu'on appelle la slot, donc le couloir intérieur. Quand on met un corner à l'intérieur, bon, ben, ils ont un nom spécial qui sont des halfbacks. Ce qui est bizarre parce que halfback, c'est le nom aussi des porteurs de ballon en attaque, mais bon, tu as le halfback en défense, le halfback en attaque. Et ces gars-là, donc, qui sont à l'intérieur. Donc, c'est comme si tu avais quatre corners de chaque côté, deux un peu plus à l'intérieur, deux à l'extérieur, et un seul safety au milieu. Et l'autre différence, je te dirais, avec les joueurs, c'est que les linebackers dans la NFL sont beaucoup plus bâtis et gros parce qu'il y a beaucoup plus de jeux au sol, tandis que dans la Ligue canadienne, il y a beaucoup plus de jeux par la passe, du moins qu'aux États-Unis. Donc, ces joueurs-là sont un peu plus petits et un peu plus athlétiques. Ce qu'on voit maintenant dans la NFL, un peu le fameux nickelback, donc c'est un linebacker, mais qui joue aussi corner, donc un peu un hybride entre les deux. Mais ça, dans la Ligue canadienne, ça existe depuis la nuit des temps. On a toujours eu ce joueur-là, le linebacker du strong side, donc du côté fort. Ça a toujours été un gars qui joue à moitié comme corner et à moitié comme linebacker parce qu'il doit faire l'hybride. Et finalement, la grosse différence, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de passes au Canada que de courses, ben, c'est le fait qu'on joue à 3 essais plutôt qu'à 4 essais. Donc, premier essai est 10, deuxième essai, et peu importe la distance qui te reste, et sur le troisième essai, ben, soit tu y vas, ou soit tu dégages ou bottes, ou peu importe, mais tu n'as pas de quatrième essai, donc les décisions se prennent rapidement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le football canadien parce qu'ils disent il y a toujours des bottées, on est toujours en train de dégager. Et c'est pas tout à fait faux. Sauf que une autre différence, puis là, on tombe dans tout plein de règlements là, qui diffèrent, c'est que, bon, aux États-Unis, quand on reçoit un punt, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle le fair catch. Donc, simplement, on reçoit le botté de dégagement, on lève la main et aussitôt qu'on attrape le ballon, le jeu est mort, l'arbitre siffle et rien ne peut arriver. On ne peut pas faire ça au Canada, donc tu es obligé de retourner le ballon. Par contre, il y a une certaine zone délimitée là, de 10 verges où personne ne peut être dans cette zone-là, les joueurs défensifs, dans la zone au moment où le retourneur prend le ballon. Donc, s'il y a un joueur dans la zone au moment où le ballon est attrapé, ben, il va avoir une pénalité. Mais sinon, tu es obligé de retourner le ballon. Tu ne peux pas simplement lever la main et demander là, à avoir l'immunité. D'accord. Et en termes de temps de jeu, c'est combien? C'est 12 ou c'est 15 minutes par quart-temps? Le temps est le même, donc c'est 15 minutes par quart, comme aux États-Unis. Par contre, il y a une différence, c'est qu'aux États-Unis, disons que, bon, on y va avec un jeu au sol, il reste 4 secondes au match, le joueur tombe au sol, les secondes s'égrènent, 3, 2, 1, 0, le match est terminé. Au Canada, si le ballon est en jeu alors que le cadran atteint 0, le joueur tombe au sol, on arrête le jeu, le match est terminé. Par contre, si le joueur tombe au sol, on siffle l'arrêt du jeu, il reste 4 secondes, mais parce que c'est un jeu au sol, les secondes continuent de s'égrener, on va arriver à 0 et on va jouer un dernier jeu. Pense par exemple aux Cowboys de Dallas en éliminatoire il y a quelques années quand ils ont fait un jeu où Dak Prescott s'est lancé au sol avec 2 secondes. On n'a pas eu le temps d'aller lancer le ballon au sol, d'arrêter le temps. Ben, au Canada, les Cowboys auraient eu le droit à un dernier jeu. Et c'est pas rare qu'on voit des matchs se gagner justement sur cette dernière seconde-là. Les Alouettes à Montréal en 2009 ont gagné un championnat de la Coupe Grey sur un dernier jeu parce qu'il y avait eu une pénalité. Mais bref, il restait 0 seconde au cadre. Donc, tu vois, c'est plaisant parce qu'il y a un adage au baseball et dans plein de sports qui dit c'est pas fini tant que c'est pas fini ou c'est pas fini tant que le cadran est pas à 0. Mais au Canada, au football, c'est pas fini même si le cadran est à 0. Et en termes de points, je crois qu'il y a aussi des différences, si je me trompe pas. Il y en a une et elle fait controverse d'un océan à l'autre. Donc, c'est le simple que ça s'appelle, ou les anglophones l'appellent le rouge. Je ne sais pas d'où le nom rouge existe parce que c'est pas un mot en anglais, la couleur rouge. Ça n'a aucun rapport avec la couleur rouge non plus. Donc, le simple, bref, si tu t'exécutes sur un botté de placement, un field goal pour 3 points ou même pour un botté de dégagement, si tu envoies le ballon dans la zone des buts, et que le ballon sort de la zone début, ou bien si le joueur prend le ballon et pose le genou au sol, le retourneur dans la zone début, il y a un point qui va à l'équipe qui a botté le ballon. Euh,
ce qui fait en sorte qu'en fin de match, disons que c'est l'égalité ou bien tu gagnes par un point. C'est pas seulement d'empêcher l'équipe de marquer, c'est simplement d'empêcher l'équipe de s'approcher même du centre du terrain. Parce que si l'équipe arrive au centre du terrain, elle peut amener son botteur et lui dire pas besoin de frapper entre les deux poteaux, fais juste frapper le ballon le plus loin possible, envoie-le à l'extérieur du terrain par la zone début et on va créer l'égalité ou gagner par un point. Ça s'est déjà vu par le passé. Sinon, écoute, il y a d'autres règlements par rapport au botté, par exemple. Ça, c'est des situations très rares, mais si vous allez sur YouTube, vous allez en trouver certainement. Euh, si, par exemple, mon équipe est en possession du ballon et je dois dégager et je l'envoie à ton équipe, mais on est en fin de match, tu reçois le ballon dans la fond de la zone début, c'est l'égalité. Tu sais que tu n'auras pas le temps de sortir de la zone début parce qu'un joueur de mon équipe va venir te plaquer. Je te rappelle que la zone début fait 20 verges, donc c'est long de sortir. Tu dois sortir le ballon absolument, sinon mon équipe va marquer un point. Tu peux rebotter le ballon de l'autre côté, mais à chaque fois, et ainsi de suite, le ballon peut se frapper 5, 6 fois. C'est extrêmement rare qu'on le voit parce que c'est des situations qui sont uniques, souvent au dernier jeu du match. Euh, Par contre, seuls les joueurs qui sont derrière le botteur ou derrière le joueur qui botte le ballon peuvent aller le récupérer par la suite. Ce qui donne droit à des situations vraiment cocasses, mais je vous invite à aller voir sur YouTube. Je vous dirais autour de 2010 ou 2011, un match des Alouettes de Montréal qui était disputé à Toronto, qui s'est terminé sur le dernier jeu du match par une situation justement comme ça où le ballon a été botté 3 fois sur le même jeu. Donc, non, c'est assez spécial, c'est assez unique. À chaque fois, il faut qu'on se réexplique les règlements parce qu'on dirait qu'on les oublie à chaque fois. Mais non, c'est une autre différence qu'on a. Il y en a quelques-unes autres là, qui sont plus subtiles. Exemple, un seul pied à l'intérieur du terrain quand on attrape le ballon. On sait que dans la NFL, c'est 2 pieds. La réalité, c'est que la NFL est la seule ligue au monde, du moins en Amérique du Nord, qui demande les 2 points, que ce soit au football canadien, que ce soit au football universitaire canadien ou même dans la NCAA aux États-Unis. C'est un seul pied à l'intérieur pour attraper le ballon. Voilà, voilà. Voilà, bah maintenant vous en savez plus, j'en sais plus aussi, il y a certaines choses que je ne savais pas. On va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire un rapide tour d'horizon des 8 équipes, alors qui sont les favoris et aussi, mais ça on sera plus tard peut-être parler des Alouettes. Ouais, ouais. Écoute, c'est étrange parce que là, absolument, c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur que vous connaissez dans la ligue. Euh, à moins que vous soyez un grand fan là, de football la NCAA, peut-être qu'il y a des joueurs que vous avez vus à gauche, à droite, que vous allez reconnaître, mais c'est parce qu'il faut retenir 2 choses. La première, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas été repêchés dans la NFL, n'ont pas reçu de contrat de joueurs non repêchés dans la NFL, et pour la plupart, qui n'ont même pas été invités dans un camp de la NFL parce que sinon, ben, ils attendraient jusqu'au mois d'août pour participer à ce camp-là. Et là, depuis quelques années, on est off, mais quand même, cette année, c'est un facteur qui entre en jeu. Mais il y a eu la XFL et la USFL cette année qui ont disputé des saisons. Et ça, c'est des ligues avec la Ligue canadienne. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que si vous cherchez des joueurs que vous connaissez, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Ça arrive à l'occasion. Chad Johnson est venu jouer une saison à Montréal. Johnny Manziel est venu jouer au Canada, pas longtemps, mais il est venu jouer. Mais sinon, si vous êtes en quête de trouver des joueurs que vous connaissez, à moins que vous soyez grand fan d'une université américaine méconnue ou de Division 2, normalement, vous n'allez pas trouver les joueurs que vous cherchez. Mais une fois qu'on regarde la ligue et qu'on s'y attarde, ben c'est sûr que là, on développe une certaine affinité avec certains joueurs, avec le style de jeu qui est différent aussi. Ça vient donner un certain cachet là, au football canadien. La Ligue est divisée en 2 divisions. Tantôt, tu as dit 8, mais il y a maintenant 9 équipes depuis quelques années Oh au pardon, oui, Canada. oui, je l'avais pas Ouais. vu. Donc, il y en a 4 dans l'Est, qui sont Montréal, Toronto, Ottawa et Hamilton. Et il y en a 5 dans l'Ouest, qui sont Winnipeg, la Saskatchewan, Edmonton, Calgary, et on les appelle la Colombie-Britannique, mais dans les faits, ils sont installés à Vancouver, donc les Lions. Euh, et c'est un championnat tu vas voir pourquoi j'ai de la difficulté un peu à faire un résumé des équipes, c'est que là, oui,
on commence à apprendre un peu comment les formations sont faites. Les camps d'entraînement ont ouvert avant hier là, dans la Ligue canadienne pour 2 semaines. Euh, c'est que tout change d'une année à l'autre. Et je t'explique pourquoi. Par exemple, l'an dernier, les Argonauts de Toronto ont remporté le championnat. Euh, Moi, personnellement, en début de saison, c'est pas une équipe à qui j'aurais prédit le championnat. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de la saison, ils avaient un carrière étoile qui s'appelle McLeod Bethel Thompson. Et ce carrière-là a décidé de quitter, pas seulement de quitter l'équipe, mais de quitter la Ligue pour tenter sa chance aux États-Unis. Et là, je me rappelle plus trop si c'est dans la USFL ou si c'était dans la XFL, peu importe. Mais bref, c'est de te dire que cette année-là, ben, cette équipe-là va se présenter avec, même s'ils sont champions en titre, avec un visage complètement différent parce qu'on vient de leur enlever leur meneur principal au profit d'une autre ligue, carrément. Donc, c'est difficile d'évaluer d'une année à l'autre le succès des équipes parce que ce que tu as fait l'an dernier ne veut pas dire que tu vas avoir du succès cette année et les joueurs peuvent changer d'équipe très rapidement. Souvent, on arrive dans la ligue avec un contrat de 2 ans et souvent pas peu payant au niveau que, oui, c'est quand même des beaux sous, mais au sens moins payant que si on était un vétéran. Mais aussitôt que ce contrat-là est terminé, le sentiment d'appartenance pour un joueur américain, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Montréal, que ce soit en Saskatchewan, il n'est pas vraiment existant. On va aller là où l'argent est. Les gars sont payés en dollars canadiens en plus et non pas en dollars américains. Ils retournent chez eux par la suite. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu difficile de prédire d'une année à l'autre là, quel succès, quelle équipe vont avoir du succès. Tu vois, par exemple, Montréal et la Saskatchewan cette année, pas dans une transaction, mais par le marché des joueurs autonomes, se sont échangés leur corps arrière. Donc, celui qui était partant en Saskatchewan est maintenant partant à Montréal. Celui qui était partant à Montréal est maintenant partant en Saskatchewan. Ça donne droit à des situations un peu spéciales. Il y a beaucoup de changements d'entraîneurs aussi qui arrivent en cours de saison. C'est une saison un peu plus longue que dans la NFL. C'est 18 matchs. Bon, c'est sûr que dans la NFL, c'est 17, on est prêt, mais rappelle-toi qu'avant, c'était 16 dans la NFL, donc c'était quand même une différence de 2 rencontres. Et surtout, presque tout le monde a une occasion de participer aux éliminatoires parce qu'il y a seulement 9 équipes. Les 2 premiers de chaque division sont assurés de participer. Et ensuite, tu as 2 autres équipes qui participent. C'est-à-dire que si, par exemple, 2 équipes seulement participent dans l'Est et 4 équipes participent dans l'Ouest, ben, la 4e équipe de l'Ouest va venir traverser dans l'Est pour disputer ses éliminatoires. Ceci étant dit, on n'a jamais, mais jamais vu une Coupe Grey disputée. Ce règlement-là là, du croisement existe depuis le début des années 2000. 2 choses. Jamais une équipe de l'Est a traversé dans l'Ouest. Ça, c'est jamais arrivé parce qu'il y a un déballant complet entre les 2 divisions. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais eu une Coupe Grey impliquant 2 équipes de la même division. Donc, même si les équipes de l'Ouest traversent pratiquement chaque année pour venir dans l'Est, il n'y en a jamais une qui a réussi à se rendre jusqu'à la Coupe Grey comme champion de l'Est, si tu veux. D'accord, d'accord. Bah écoute, je vais te donner les noms des équipes et tu vas me dire vite fait Ouais, comment tu la sens. Vite fait, en deux, trois mots. Alors, donc les tenants du titre, donc les Argonautes de Toronto. ouais. Tu crois, tu Écoute, crois pas? comme je te l'ai dit tantôt, cette équipe-là a perdu son carrière. Ils vont arriver avec un jeune qui a peu d'expérience, qui a joué un peu lors de la finale en raison d'une blessure au partant. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? J'y crois parce que Toronto, une constante qu'il faut observer, et c'est vrai aussi pour Montréal et pour Vancouver, là, mais ce sont des villes beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes au Canada que les Ottawa, les Hamilton, les Edmonton et les autres. Ce sont des métropoles. Donc, quand tu es un Américain, que tu connais pas vraiment la Ligue, tu t'en viens au Canada, on te dit tu as le choix d'aller jouer en Saskatchewan ou en passant, il va faire -20 au mois d'octobre, ou d'aller jouer à Toronto où il va avoir peut-être de la neige à la Coupe Grey au mois de novembre. C'est sûr que c'est des décisions parfois un peu plus faciles à prendre de se diriger vers Toronto. Donc, au niveau du recrutement, Toronto a toujours une certaine facilité et ils vont profiter du fait que l'Est, ben, comme à chaque année, l'Est est un peu plus faible. Moi, personnellement, je ne les mets pas je les mets pas au premier rang dans l'Est cette saison, mais c'est une équipe qui devrait, là, si elle ne participe pas aux éliminatoires, elle va tomber juste à court. Ok. Seconde équipe, et non des moindres, les Alouettes de Montréal. Alors, Ouais, donc est-ce que c'est l'année ou jamais? ben, moi, je les connais bien, les Alouettes, parce que c'est l'équipe que je couvre en présentiel depuis 2 ans maintenant, mais c'est aussi l'équipe que j'écoutais quand j'étais jeune à la télévision. Euh,
moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste pour la saison des Alouettes cette année, puis je t'explique pourquoi. L'an dernier, on a fait une belle saison, somme toute. Ils se sont rendus en finale de l'Est, donc en demi-finale de la Coupe Grey. Et il y a eu un changement de propriétaire. Et les propriétaires qui étaient là auparavant étaient là depuis 2 ou 3 ans, 2 ans, depuis le début de la pandémie. C'était des gens qu'on ne connaissait pas, qui arrivaient de l'Ontario. Et on dirait que ça n'a jamais été pris très au sérieux, l'équipe. Il y avait toujours des problèmes de on ne veut pas dépenser pour ci, on ne veut pas faire ça. Les gens avaient des questions. Ces gens-là n'apparaissaient pratiquement jamais en public pour commenter des sujets chauds. Bref, il y avait un peu un manque de sérieux, on dirait, au niveau de la direction. Et là, ça a été vendu à un homme qui s'appelle Pierre-Carl Pelado, qui est probablement pas connu en France, mais qui est extrêmement connu au Québec, qui est un homme d'affaires, qui est propriétaire de Québécois, qui est la plus grande compagnie de médias, si tu veux, au Québec et une des grandes au Canada, qui va d'ailleurs faire une grande expansion dans le Canada anglais au cours des prochaines années. Et c'est pour la première fois depuis, bon, l'équipe est revenue parce qu'il y a eu des éditions des Alouettes auparavant, mais l'équipe est revenue en 1996 à Montréal. C'est la première fois que les intérêts de l'équipe vont être des intérêts locaux, donc un propriétaire local. Cependant, la vente a coïncidé avec le moment de la free agency, ce qui fait en sorte que le directeur général des Alouettes n'a pas eu le feu vert pour dépenser immédiatement de la part des anciens propriétaires qui l'ont bloqué un peu. Et donc, la Free Agency a comme commencé quelques jours trop tard pour Montréal, alors que toutes les autres équipes pouvaient déjà dépenser depuis quelques jours. Bref, grosso modo, tu comprends qu'est-ce que ça fait. Tu n'as pas les premiers choix, tu es en retard sur tout le monde, tu n'as pas le même recrutement que tu veux. Il y a des joueurs étoiles qui sont partis, on n'a pas nécessairement réussi à les remplacer. La bonne nouvelle, c'est que Montréal a une belle formation de base, mais je crois que malheureusement, pour cette raison-là, avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau corps arrière en poste, je pense que ça va être une saison difficile pour Montréal cette année. Mais la bonne nouvelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans la LCF, il y a beaucoup d'équipes qui participent aux éliminatoires. C'est 6 des 9 équipes qui participent aux éliminatoires. Donc, même si tu connais un mauvais début de saison, il y a toujours moyen de te rattraper. Équipe suivante, les Tiger Cats d'Hamilton. Ouais, Hamilton, qui année après année se fait un devoir d'avoir une équipe extrêmement robuste. Donc, même les années où ils sont un peu moins talentueux, tu le sais, au football, quand tu frappes fort, quand tu donnes des gros coups, souvent en fin de match, c'est payant pour ton équipe. En fin de saison, c'est payant pour ton équipe aussi. Donc, eux, ils se sont fait une réputation avec ça au cours des dernières années. Il faut dire aussi que c'est l'équipe qui a la plus longue disette sans championnat, donc n'ont remporté aucun championnat depuis 1999. Si on les exclut, l'autre disette la plus longue, elle est à Montréal, c'est depuis 2010. Mais bon, donc à Hamilton, les gens sont impatients, ils ont soif de championnat. Et eux, cette année, ce qu'ils ont fait, ils ont procédé à un changement aussi au poste de carrière. Ils sont allés chercher un jeune homme qui est connu au Canada, mais encore là, peu connu en dehors du Canada, qui s'appelle Bo Levi Mitchell, qui est un vétéran, qui est probablement un des très bons carrières dans l'histoire de la Ligue, mais qui s'en vient un peu vieux. Il a passé toute sa carrière avec les Stampeders de Calgary, a remporté 2 championnats, a participé à plusieurs finales de la Coupe Grey. Et puis là, depuis 2 ans, je te dirais, ça a beaucoup ralenti. Les blessures, le fait que l'équipe à Calgary était un peu moins bonne, et on a décidé de passer à autre chose. Il a été échangé à Hamilton. Et là, c'est un peu ça le point d'interrogation. Est-ce qu'il peut rebondir? Parce que ça s'est vu dans le passé des carrières qu'on se disait, ah, il est devenu vieux, ça fait 2 ans qu'il ne performe plus, arrive avec une nouvelle équipe et un regain d'énergie. Ça s'est vu par le passé. Donc, je le souhaite à Bo Levi Mitchell, je le souhaite aux partisans des Tiger Cats également. Ceci étant dit, est-ce que j'y crois? On dirait que j'ai de la difficulté. Sauf que comme personne entre Montréal et Toronto non plus se démarquait selon moi, ben, ça revient un peu à la même chose pour Hamilton. Ils vont avoir une occasion de se battre dans l'Est pour une place en éliminatoire. Et puis l'autre équipe qui reste, ben là, je vais te laisser l'introduire, là, mais ce sont mes champions de l'Est pour cette année. D'accord, les Rouges et Noirs d'Ottawa, si je te raconte pas de Exact. bêtises. Exact. Oui. Donc, rouge et noir en français, les Red Blacks en anglais. C'est la seule équipe qui trouve le moyen de se faire appeler différemment en français et en anglais. Donc, il y a vraiment 2 logos qui existent, un en français, un en anglais. Moi, j'ai couvert cette équipe-là quand j'étais jeune pendant 2 ou 3 ans.
pendant que j'étais aux études, en fait, je couvrais les activités à Ottawa des Red Blacks. Et je pense que cette année, après quelques années extrêmement difficiles, ils sont arrivés dans la Ligue en 2014. Première année difficile. Ensuite, une des meilleures équipes de la Ligue ont remporté, sont allés en finale leur deuxième année, remporté le championnat la troisième année, sont retournés en finale quelques années plus tard, et là, tout s'est effondré. Depuis 3-4 ans maintenant, c'est une équipe moribonde, probablement la pire de toute la Ligue. Et l'an passé, ils ont fait des acquisitions intéressantes pour rebondir. En début de saison, on perdait des matchs très offensifs, on marquait beaucoup de points, mais on n'était pas capable de gagner. Et là, tous les joueurs vedettes, un par un, se sont blessés, ce qui fait en sorte que cette équipe-là a encore terminé dans la cave de la Ligue canadienne de football. Mais pour moi, c'est encore une bonne équipe. Cette année, là, je le vois au camp d'entraînement, je les vois couper des bons joueurs. Puis ça, normalement, c'est un bon signe quand tu coupes des bons joueurs. Ça veut dire que tu as d'autres bons joueurs qui poussent derrière eux et que tu as un aliment talentueux. S'ils restent en santé, pour moi, c'est l'équipe qui a le plus gros upside dans l'Est, donc les meilleures chances de terminer au premier rang. Ils vont marquer beaucoup de points. Je ne suis pas prêt à dire ça des autres équipes dans l'Est. Puis si tu réussis à marquer 25-30 points à tous les matchs, ben, par la force des choses, tu risques de gagner la plupart de tes rencontres. Ok, on va passer maintenant à la division Ouest. On va attaquer avec les Blue Bombers de Winnipeg, qui avait terminé d'ailleurs avec la meilleure fiche en saison régulière, 15 victoires, 3 défaites. Ouais, exact. Et qui avaient remporté les 2 années précédentes la Coupe Grey. Et eux, écoute, ne l'avaient pas gagné depuis 1989, même 1988 peut-être. Bref, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas remporté de championnat dans une ligue qui joue à 9 ou 8 équipes. Là, parce que ce qu'il faut comprendre au niveau de l'histoire, c'est qu'Ottawa a une équipe qui a existé pendant 100 ans, qui est partie à la fin des années 90. Ils ont réobtenu une franchise au début des années 2000. Ça a duré 5 ans. Ils n'ont jamais participé aux éliminatoires. L'équipe est repartie et ils sont revenus en 2014. Ça, c'est pour Ottawa. Mais donc, tout ça pour dire que la Ligue a toujours eu un petit switch à faire entre 8 et 9 équipes au travers les ans. Et les Blue Bombers, dans toute cette tempête-là, n'arrivaient jamais, jamais, jamais à gagner le championnat. Et là, finalement, ils se sont installés comme étant une puissance de la Ligue. Une attaque qui, au travers des années, est peu spectaculaire, mais très efficace. Beaucoup de jeux au sol, ce qu'on voit beaucoup moins là, dans la Ligue canadienne de football. Et surtout, ça c'est important de le dire, beaucoup de talent canadien. Et c'est important parce que tu as un quota à respecter dans la Ligue canadienne de 7 joueurs partants qui doivent être canadiens, qui doivent avoir un passeport canadien. Donc, avant chaque rencontre, l'équipe établit combien est-ce qu'il va y en avoir en attaque, combien il va y en avoir en défense. Par exemple, je peux dire, nous, on va avoir 2 Canadiens en défense et 5 Canadiens en attaque. Donc, pendant le match, c'est sûr que si ton linebacker canadien se blesse en défense, ben, tu le sors du match, mais il faut que tu rentres un Canadien pour le remplacer. Peu importe la position. Tu peux rentrer un linebacker américain, mais il va falloir qu'à une autre position, tu fasses un changement pour amener un Canadien. Et souvent, ben, il y a beaucoup de gens qui voient ces joueurs-là comme étant un désavantage parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui n'auraient potentiellement pas un poste de partant si ce n'était pas de leur passeport. Certains, oui, sont du calibre des autres, mais c'est surtout le fait que quand tu tombes dans une situation problématique, quand tu as des joueurs clés canadiens qui sont blessés, est-ce que tu as la profondeur sur ton banc pour venir les remplacer? Parce que si tu as un joueur étoile qui se blesse et que là, tu es obligé de mettre un autre Canadien sur le terrain et que ce Canadien-là n'est pas capable de faire le travail, mais tu le sais comment que ça fonctionne au football. Ça prend une seule faille pour qu'une équipe l'exploite, surtout si c'est en défensive. Si tu es pris avec un corner qui n'est pas capable de suivre ses receveurs, ben, les équipes vont lancer en sa direction toute la soirée et ça va coûter cher. Donc, à Winnipeg, on s'est toujours fait un devoir d'avoir des bonnes équipes avec de la bonne profondeur canadienne. Comme ça, on n'est jamais pris à contre-pied sur le terrain. C'est ce qui a fait leur succès au cours des dernières années. Équipe suivante, les Stampeders de Calgary. Les Stampeders, eux, ça a été l'équipe. Je ne sais pas si tu es un amateur de hockey. Sur glace, bon, tu sais comment les Red Wings, pendant 20 ans, ont dominé la Ligue sans Ah, nécessairement remporter la le grande championnat tous équipe. les ans. Ouais, La cette grande grande équipe. équipe d'Européens et donc des Red Wings. Ben, à Calgary, ça a été un peu ça là, pendant les années 2000-2010 et même encore à ce jour. On recrute bien de jeunes joueurs qui arrivent sur un contrat pas super lucratif. Ces joueurs-là se démarquent, deviennent des vedettes, signent des gros contrats ailleurs dans la ligue avec de gros sous
Et Calgary, à chaque année, réussit à réembaucher des nouveaux joueurs et à refaire des nouvelles vedettes. Donc, c'est un duo là, de directeur général-entraîneur qui est là depuis longtemps. Leur directeur général était même John F. Nagel, était même entraîneur avant avec cette équipe-là dans les années 2000. Donc, il y a une certaine tradition bâtie là-bas. Puis, on dirait que année après année, mon motto, c'est toujours de dire de ne pas parier sur une chute drastique des Stampeders parce qu'ils trouvent toujours le moyen de rebondir. Équipe suivante, les Lions. Donc, ouais, les Lions de la Colombie-Britannique, pour le bien de l'exercice, je vais les appeler de Vancouver parce que ça va peut-être vous donner une meilleure idée d'à peu près où est-ce qu'ils jouent. Les Lions de la Colombie-Britannique, première des choses, ils jouent dans un très beau stade, le BC Place, que j'aimerais beaucoup visiter un jour pour aller voir un match. Et c'est un endroit où les Alouettes perdent année après année après année. Il y a eu une séquence à un certain moment où pendant 20 ans, les Alouettes n'ont jamais réussi à gagner un match à Vancouver. Et ça, c'est même si les Lions n'avaient pas nécessairement des bonnes équipes. Je crois que le décalage horaire venait jouer un gros facteur là-dedans. Mais les Lions, écoute, eux, leur principal problème, c'est que l'an dernier, ils avaient un corps arrière canadien, ce qui est plus que rare. Là. Donc, on ne trouve jamais ça. Dans la NFL, cherchez-en pas. Il n'y en a pas des corps arrière canadiens. Il n'y en a nulle part. Même dans la Ligue canadienne, il n'y en a pas des corps arrière canadiens, ou du moins pas des partants. Ben, lui, c'en était un. Il s'appelait Nathan Rourke. Et c'était le partant des Lions. Donc, il y avait eu une année comme seconde l'année précédente. Et là, l'année dernière, comme partant, il a fait flèche de tout bois, extrêmement bon. Sauf que le problème pour les Lions, c'est qu'il a été un peu trop bon et il a été recruté dans la NFL, donc par les Jaguars de Jacksonville. En principe, il devrait être le second à Trevor Lawrence cette année à Jacksonville et ça a laissé les mains vides aux Lions qui, en cours de saison l'an passé, avaient prévu le coup, avait transigé avec Montréal pour aller chercher un carrière qui s'appelle Vernon Adams Jr., qui a été le partant à Montréal pendant quelques saisons. Ça, c'est une équipe, écoute, pour laquelle j'ai de la difficulté euh, à établir tout de suite comment est-ce que ça va se passer parce que Vernon Adams, c'est loin d'être un métronome capable de connaître le meilleur et le pire à même un match de football. Donc, de lancer une passe ultra précise ou de faire un grand jeu avec ses jambes, mais de lancer une interception complètement stupide sur le jeu suivant. Mais si on prend l'alignement en tant que tel, de bonnes lignes, autant en attaque qu'en défense, ça au football américain, canadien, même en Europe, peu importe où est-ce qu'on est, c'est toujours gagnant d'avoir des lignes offensives, défensives qui sont extrêmement robustes et ils en ont une à BC. Donc, écoute, je ne me positionnerai pas à savoir où est-ce qu'ils vont terminer. Ils ne termineront pas dernier dans l'Ouest, ils ne termineront pas premier dans l'Ouest non plus. Ils vont terminer quelque part entre les deux. D'accord. Quatrième équipe de la division Ouest, les Rough Riders. Désolé pour mon accent. Non, c'est correct. Hey, Ah, ça va. écoute, les Rough Riders de la Saskatchewan, et là, c'est l'anecdote préférée de tout partisan de football canadien quand on rencontre quelqu'un qui ne suit pas nécessairement ce championnat-là. Mais non seulement ce nom-là est difficile à prononcer, mais auparavant, il y avait deux équipes qui s'appelaient les Rough Riders. Donc, les Rough Riders de la Saskatchewan en un mot. Et la première équipe à Ottawa, qui a existé pendant plus de 100 ans, s'appelait les Rough Riders d'Ottawa, mais Rough Riders en deux mots. Donc, dans un championnat à 9 équipes, ils ont trouvé le moyen d'en avoir deux qui s'appelaient pareil. Ça, c'était assez spécial. Évidemment, ça a été balayé par la suite. Et il y a eu les Renegades à Ottawa, maintenant le Rouge et Noir, Red Blacks. Donc, non, écoute, mais si on prend l'équipe en tant que telle, c'est drôle parce qu'il y a un parallèle à faire encore une fois avec Montréal. C'est que leur corps arrière, Trevor Harris, était corps arrière des Alouettes lors de la dernière saison et demie, je te dirais, a décidé de s'en aller vers la Saskatchewan. Ils ont un entraîneur important en attaque pour le jeu au sol, André Bolduc, qui est un Québécois, qui était avec les Alouettes aussi jusqu'à l'an dernier. Et c'est une équipe qui doit remonter d'une saison, par contre, qui a été extrêmement décevante l'an dernier. Et ce qu'il faut mentionner sur les Rough Riders, c'est que c'est un endroit où la culture football canadien est différente qu'ailleurs au Canada. Et j'explique pourquoi. Il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey en Saskatchewan. En fait, il n'y a rien de majeur. C'est la seule équipe professionnelle de toute la province. Donc, les gens en sont complètement, mais complètement fous. Le stade est toujours plein. C'est la seule équipe qui engrange des revenus importants année après année, qu'ils aient une bonne saison ou une mauvaise saison.
La communauté de la Saskatchewan est propriétaire de l'équipe, donc les redevances vont directement à la communauté. Et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années maintenant, à l'occasion de la 100e Coupe Grey, il y avait eu une série de documentaires pour célébrer les 100 ans donc, du trophée. Et il y en avait un sur les Rough Riders en Saskatchewan. Et une personne sur deux, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une personne sur quatre, mais il me semble que c'est une personne sur deux, lorsqu'elle décède, demande que dans son cercueil, il y ait un ballon ou un drapeau des Rough Riders avec lui enterré. Donc les gens sont vraiment fous de cette équipe-là. Si vous regardez à la télé, vous allez voir les gens, l'équipe joue en vert, bien sûr, et les gens découpent des melons d'eau, donc des pastèques que vous appelez. Ouais, on découpe la pastèque, puis on se met un chapeau sur la tête, donc c'est un peu une mode là-bas. Non, c'est assez spécial, mais c'est un marché différent des autres. Ça aussi, c'est un stade, le Mosaic Stadium, que j'aimerais beaucoup visiter. Ce qu'il faut noter, la dernière chose, c'est que la saison se finit quand même tôt là, au football canadien, comparativement à la NFL, la Coupe Grey qui est disputée aux alentours du 20 novembre d'habitude. Mais en Saskatchewan, il fait froid en novembre. Ça, je peux vous le confirmer. Là. On voit du moins 30, du moins 35. C'est dans les prairies, donc pas de montagne, donc ils vendent beaucoup aussi. Donc, j'ai des amis qui ont travaillé là-bas ou j'ai des amis qui habitent encore là-bas pour le travail. Puis non, tu vois qu'au mois déjà de septembre, là, on s'habille plus pareil à Montréal qu'à Régina. Et enfin, la dernière, donc, alors j'ai les Elks, c'est ça? Ouais, les Elks, Elks. qui s'appelaient auparavant les Esquimaux d'Edmonton, qui ont changé de nom. C'est la version canadienne donc des Redskins de Washington qui deviennent les Commanders. Au Canada, on a les Esquimaux qui sont devenus les Elks, qui jouent dans un énorme stade, ce qui est drôle à dire parce qu'ils jouent vraiment pas dans la plus grande des villes à Edmonton, un autre endroit où il fait extrêmement froid. Il y a un stade de, si je ne me trompe pas, 60 000 personnes quand même au Commonwealth Stadium, donc qui est énorme. Les Elks, ça a été quelques années un peu plus difficile au cours des dernières saisons. On n'avait pas de solution au poste de carrière, c'est ce qui leur a fait très mal. Puis, tu es un fan de la NFL, tu le sais, une équipe de la NFL qui n'a pas de carrière, qui est capable de faire le travail, ben, elle ne peut pas performer. Ben, imagine si on donnait seulement 2 essais en attaque à ton équipe en plus pour aller chercher le premier essai. C'est encore plus difficile. Donc non, pour Edmonton, ben, c'est un peu cette quête-là. Et la vérité, c'est que je ne peux pas te dire est-ce qu'ils en ont trouvé un cette année. Ils n'en ont pas trouvé un vétéran cette année. Mais ça se peut qu'il y ait un jeune qui arrive de l'université que personne ne connaît parce qu'il joue dans une division 2 NCAA, qui s'en viennent, qui passe une année sur l'équipe d'entraînement et qui débarque. Ben, c'est un nouveau nom d'un joueur vedette, mais absolument personne ne le connaît. Puis c'est pas parce que les gens connaissent pas leur football ou c'est pas parce que les gens font pas leur recherche, c'est parce que ces gars-là sont véritablement des inconnus pour la plupart quand ils arrivent. D'accord. Et donc, du coup, pour la division Ouest, pour toi, ça serait qui le favori? Présentement, écoute, Winnipeg, année après année, c'est difficile de parier contre eux. Calgary également, sauf que personnellement, je vais y aller avec Winnipeg cette année. D'accord. Et le vainqueur de la Coupe Grey? Le vainqueur de la Coupe Grey, là, tu m'en poses une bonne. Écoute, je vais y aller avec Winnipeg. Il y a une chose qu'il faut prendre en note, par contre, remporter sa division au football canadien est loin de t'assurer de participer à la Coupe Grey. En fait, si tu remportes ta division, automatiquement, tu vas participer à la finale de division, donc la demi-finale. Mais c'est pas rare qu'on voit une autre équipe qui est venue jouer qui a joué la semaine précédente, parce que les champions de division ont une semaine de congé, venir surprendre sur la route leur adversaire pour aller jusqu'à la Coupe Grey. Personnellement, dans l'Est, je suis assez confiant qu'Ottawa est la meilleure équipe présentement. On verra dans 4 semaines, peut-être que je me serai tiré dans le pied, peut-être qu'il y a des joueurs vedettes qui vont éclore à gauche ou à droite dans une équipe qui vont me faire mentir. Mais présentement, pour moi, je sens vraiment qu'Ottawa en santé est la meilleure équipe dans l'Est et je les enverrai à la Coupe Grey. Dans l'Ouest, par contre, est-ce que ce sera Calgary? Est-ce que ce sera Saskatchewan? Est-ce que ce sera Winnipeg? Ça, c'est une excellente question. Donc, par le fait que je suis plus sûr avec mon choix d'Ottawa pour ne serait-ce que participer au match, je vais y aller avec Ottawa comme champion. D'accord. Ok. Ok. Et enfin, dernière question pardon, que j'ai envie de te poser. Alors, vite fait, dis-nous où est-ce qu'il y aura possibilité, alors éventuellement, parce que c'est vrai qu'avec la France et tout, mais bon, avec les VPN et tout, il y a peut-être possibilité, où est-ce que c'est possible de suivre les matchs? Ouais,
Écoute, comme je l'ai dit en hors d'onde, je suis pas sûr à 100% de où est-ce qu'en France ça va être accessible, par exemple. Cependant, je peux vous dire, si vous avez accès à RDS, le réseau des sports où moi je travaille, assuré, il va y avoir tous les matchs des Alouettes, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir tous les matchs éliminatoires, peu importe les équipes, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir énormément de matchs d'Ottawa aussi. Je pense qu'on diffuse sur les 18 matchs, je pense qu'on en diffuse au moins 10 d'Ottawa. Et il y a des matchs qu'on diffuse aussi là, au travers de la Ligue, donc à gauche, à droite, une fois par semaine, on prend un autre match dans la Ligue et on le diffuse. Donc peu importe. Ça, c'est en français. En anglais, maintenant, si vous avez accès à TSN, qui est dans le fond la version anglophone de RDS, c'est la même compagnie qui est propriétaire, Bell Media. Le logo est vraiment. En fait, RDS et TSN, là, si vous faites vos recherches un peu, c'est le même logo que ESPN aux États-Unis, mais seulement les lettres qui changent pour RDS, TSN. TSN, eux, sont le diffuseur officiel et donc, eux diffusent tous les matchs, sans exception de la Ligue canadienne. Et ce qui est bien avec la Ligue canadienne, c'est que pour que TSN puisse tous les diffuser, les matchs ne peuvent pas s'empiéter un sur l'autre. Donc, il n'y a jamais de match disputé en même temps. Et quand il y en a, disons, un à 13h, un à 16h, ben, le match de 16h ne commence pas tant que le match de 13h n'est pas terminé pour être sûr qu'on puisse assurer la diffusion. Souvent aussi parce que parfois, c'est le même descripteur qui fait les deux matchs, donc on ne veut pas manquer rien. Et parce que ben, ce qu'on se dit aux États-Unis, c'est que quand on empiète, on se dit ben, c'est disponible sur un autre réseau de toute façon. Tandis qu'au Canada, ben, il n'y a pas d'autre option. Si le TSN ne diffuse pas le match, personne ne va le faire. Donc, si vous avez accès à un feed de TSN, si en ligne, quelqu'un est capable de vous trouver un feed de TSN, c'est véritablement là, la meilleure option pour écouter le football canadien parce que eux, tous les matchs de la saison régulière, sans exception, et bien sûr des éliminatoires et la Coupe Grey, sont diffusés là, sur TSN. Tu racontes pas de bêtises, on peut t'entendre notamment parler des Alouettes durant la semaine sur BPM Sport, je crois. Exact, à BPM Sport. Là, je ne m'avancerai pas tout de suite pour te dire quel jour est-ce que je parle parce qu'on n'a pas encore nécessairement établi ça. Mais souvent, les veilles de match, les lendemains de match ou les jours même de match sur BPM Sport, là, soit avec Maxime Vanout ou avec Paul Hood, peut-être avec d'autres, on verra. Sinon, je travaille à RDS. Je vais être impliqué cet été sur le football canadien, que ce soit comme play-by-play ou comme host. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas tous les détails en fait, mais on m'a dit que j'allais. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, donc les gens en France vont le savoir avant. Mais non, je vais participer aux diffusions là, des matchs de la Ligue canadienne. Je ne sais pas à quelle fréquence. Je ne crois pas non plus que ça va être nécessairement sur les Alouettes, mais s'il y a des gens qui veulent échanger sur la Ligue, qui ont des questions sur le championnat, ils peuvent m'écrire sur Twitter. Je pense qu'on le voit en dessous de mon nom, là, mon app présentement. Là. Là, on le voit pas et puis ça sera en MP3, mais bon, je mettrai Il n'y a pas de problème. Ah. Il n'y a pas de problème. Dans la description, REN Merci, Bourbon. merci, merci. REN Bourbon. Voilà, voilà. Et puis si vous voyez sur RDS, vous pourrez dire oui, il est aussi dans le foot US de A à Z. Exact, voilà. Bah écoute, je te remercie pour le football canadien. Alors, on va se faire vite fait un petit sujet 3. Vite, vite, à chaque fois tu me dis oui, non, et en un ou deux mots, Parfait. les news de la NFL, parce que elle n'était pas prévue du tout cette chronique, mais au final, il y a eu de l'activité, donc on va donner notre avis rapidement. Alors, il se dit que Tom Brady pourrait devenir propriétaire minoritaire de la franchise des Raiders. Alors, de ce que j'ai pu lire, les deux hommes, avec le propriétaire des Raiders actuel, se connaîtraient déjà. Alors, Renaud, un commentaire, ça t'inspire quelque chose ou pas du tout? Tu t'en fous? Ouais, ben, en fait, moi, je suis pas surpris du tout là, de voir Tom Brady là, vouloir s'impliquer au niveau de la propriété. Et tu sais à quel point ça a été un visage important pour la NFL, puis même pour les 20-30 prochaines années, si tu pointes en New England pour un match des Patriots, puis que tu vas à la boutique, puis que tu veux acheter un chandail de ton joueur préféré, je te garantis, pendant encore 20 ans, ils vont se vendre pour des chandails de Tom Brady. Puis je pense que pendant 20 ans, ça va encore être le meilleur vendeur là-bas. Donc, lui peut agrandir sa marque sur beaucoup plus grand que juste être une légende des Patriots et des Buccaneers, évidemment, parce qu'il a gagné un Super Bowl là-bas. Peut avoir une, une certaine puissance sur des choses sur lesquelles il n'a jamais pu avoir une main. Par exemple, comme propriétaire, il y a des décisions que tu peux prendre, puis comme joueur, tu ne fais que les subir, et ça, même si tu es le meilleur joueur de la Ligue, même si tu es plus populaire que n'importe quel propriétaire dans la Ligue, ben, ce sont eux qui décident. Et lui veut avoir la main mise, je crois, là-dessus.
Maintenant, Vegas, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est que, rappelle-toi, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y en avait pas d'équipe de la NFL à Vegas, mais si tu remontes jusqu'à il y a 4 ans maintenant ou 5 ans maintenant, il n'y avait aucune première ligue professionnelle. Il y avait des ligues mineures, mais aucune grande ligue professionnelle qui s'était installée à Las Vegas. La première à le faire, ça a été la Ligue nationale de hockey avec beaucoup de succès avec les Golden Knights. Et là, on a emboîté le pas avec les Raiders. Et bientôt, visiblement, les Athletics Oakland au baseball vont se diriger aussi vers Las Vegas. Ce qui fait que le marché sportif est très jeune là-bas et encore tout à développer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de développement à faire. Et cet impact-là, il est très important chez les jeunes aussi parce qu'on en voit déjà des athlètes professionnels qui viennent de Las Vegas. Mais de dire que la prochaine génération va grandir en plus avec des équipes à elle, je suis sûr et certain qu'au niveau de la pratique du sport chez les jeunes, ça va devenir encore plus important. Si Tom Brady peut dire à la fin, mettre sur son CV à la fin de sa vie, j'ai en plus participé à l'émancipation, si tu veux, du sport dans un État au grand complet, le Nevada, ben c'est sûr et certain qu'il va encore gagner des points et cimenter là, son nom parmi les plus grands influents de l'histoire de la NFL, pas juste comme joueur. Et enfin, une deuxième et dernière info. Vendredi, je vous annonçais que l'histoire de la vente des Commanders pourrait prendre du temps. Et finalement, l'opération est conclue. Reste plus qu'à valider lors d'un vote des futurs anciens propriétaires. Alors Renaud, bonne ou mauvaise nouvelle? Ben, excellente nouvelle pour les partisans à Washington. Écoute, Dan Snyder, puis je m'embarquerai pas dans l'histoire du nom des Redskins qui est devenu Commanders, parce que bien honnêtement, selon moi, ce problème-là, s'il y en a un selon les gens, c'était pas nécessairement celui de Dan Snyder, c'est pas lui qui a fondé l'équipe. Puis cette équipe-là avait un passé assez étrange déjà sous son fondateur, Marshall Ferguson, si je me trompe pas. Avec des épisodes racistes. On avait refusé d'avoir des joueurs autres que blancs pendant à peu près 20 ans de plus que toutes les autres équipes de la NFL. Donc, je ne suis pas prêt à jeter tout le blâme de ce qui s'est passé à Washington dans son histoire sur Dan Snyder. Ce serait faux de le faire. Ceci étant dit, tout ce qui sort année après année, les employés qui se sont plaints de lui, l'équipe qui n'a jamais performé sur le terrain, les problèmes de stade, que les gens n'aiment pas aller à ce stade-là. Souvent, les gens quittent à la mi-temps parce que leur équipe est en train de se faire traverser. Et on dirait que ça n'a jamais été quelqu'un qui a mis le succès de son organisation au cœur de son programme. Puis on s'entend, même avec une équipe pourrie dans la NFL, tu fais de l'argent quand même comme propriétaire parce que c'est tellement une énorme business, le football américain aux États-Unis. Ben, je pense que tout le monde, là, présentement, est soulagé de le voir quitter. On n'aura plus peur de dépenser les sous. On n'aura plus à se questionner à savoir est-ce qu'on va rester longtemps dans ce stade miteux-là qu'on n'aime pas. Non, les gens veulent que l'équipe se rapproche de Washington parce qu'en ce moment, on joue en Virginie là, à plusieurs kilomètres, ce qui est pas l'idéal pour les gens. Donc, non, je pense que un vent de nouveau, ça va faire du bien. Il y avait toujours des chicanes là-bas. Il y a même des joueurs dans les médias qui se sont plaints du propriétaire. Donc, tu vois, à ce point-là, c'est qu'on est vraiment temps qu'on change. Et surtout, tous les propriétaires, sans exception de la NFL, les 31 autres, détestaient tous Dan Snyder et voulaient le forcer à vendre l'équipe. Puis lui, on dirait que par question d'ego, au lieu de dire hey, je vais quitter, je vais vendre ça à gros prix, filer en douce, parce que je me rappelle plus du montant auquel il les avait achetés, mais je peux te dire qu'il a fait tout un profit là, au prix où il l'a acheté, je pense, en 98, versus le prix qu'il va les vendre maintenant, tout près de 6 milliards. Donc, non, c'est une bonne nouvelle à Washington. On tourne la page. Puis moi, honnêtement, je commençais à être tanné de toujours commenter sur cette question-là parce qu'il n'y avait jamais de développement. Il ne voulait jamais vendre son équipe. Et là, finalement, on va pouvoir passer à autre chose. Moi, je dirais juste une chose. Enfin. Voilà. Ouais, exact. Voilà. Et on termine avec toutes vos questions. Il y en a une, c'est l'ami Cœur-d'Acier que je salue. Alors, il nous dit: j'ai lu plusieurs articles sur Malik Willis, comme quoi les Titans songent à le couper avec la venue du buveur de café mayonnaise, #Will Lewis. Ouais. Alors, d'après vous, Malik Willis a-t-il encore un avenir en NFL? Renaud, vite fait, oui, non? C'est vraiment dommage pour lui. Je crois que non. Voici pourquoi. Évidemment, les Titans n'ont pas l'habitude de garder 3 carrières sur leur alignement.
Certains pensent qu'il pourrait se débarrasser de Ryan Tannehill avant le début de la saison. Je pense pas que c'est impossible, mais encore là, ça voudrait dire que tu aurais Will Levis et Malik Willis, qui sont des gars de première et deuxième année, sur ton alignement, donc comme étant tes deux carrières. Donc, je pense qu'on va garder Tannehill et lui faire commencer la saison. On va garder évidemment Will Levis. Et je crois que Malik Willis va être coupé. Et c'est plate pour lui parce que si c'était dans une autre situation, peut-être qu'il aurait eu droit à une année de plus pour se développer. Peut-être qu'il n'aurait pas été envoyé dans la mêlée en fou l'an dernier non plus à cause d'une blessure. Et il n'a pas eu de succès sur le terrain. On l'a vu, c'était extrêmement difficile de passer le ballon pour lui, même si c'est un athlète formidable lorsqu'il court avec le ballon. J'espère qu'une équipe va lui donner une chance pour qu'il puisse se développer peut-être comme un gars de rôle, dont entrer comme un Wildcat une fois de temps en temps. Je ne pense pas que ça allait être un partant de toute façon quelque part. Mais tu sais, c'est des situations comme ça, comme celle de Josh Rosen, par exemple, il y a quelques années, qui était avec les Cards, qui s'est fait envoyer un an plus tard à Miami et tout. Est-ce que Josh Rosen était euh, prédit à un avenir aussi mauvais? Probablement pas, mais combien de carrières de première ronde se font échanger après seulement un an, tombent dans un nouveau système où ils sont encore pas le partant, où ça fonctionne pas? Puis là, c'est comme si les mauvaises nouvelles, les bâtons dans les roues s'étaient accumulés pour lui. Probablement, je te dis pas que Josh Rosen serait devenu un carrière vedette, mais probablement qu'il aurait connu au moins une carrière plus respectable, qui serait aujourd'hui dans un poste beaucoup plus respectable qu'à essayer de se battre pour des places sur des équipes de pratique année après année. Ouais, c'est vrai que sa situation va être un peu spéciale. Moi, personnellement, je pense qu'il va quand même encore rester une saison. Je pense que Tannehill, il va peut-être être devant. Lui, il va être derrière. Enfin, il va être en second. Et puis, le nouveau arrivant dont j'ai nouvé le nom, Will Lewis, je pense qu'ils vont vraiment le couver cette année parce qu'il y aura pas grand-chose à prouver. Ouais, Et puis, ils vont le former tranquillement une première saison sur le banc et puis il prendra l'année prochaine. Donc, ouais, non, je pense que Mike Willis va rester encore une saison. Et puis après, on verra avec l'histoire de Ryan Tannehill et tout, qu'est-ce que ça va donner. ouais, exact. Mais c'est la dernière année de contrat de Ryan Tannehill. Puis moi, honnêtement, je ne suis pas fermé à l'idée. Je pense pas que les Titans vont le faire, mais je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée de s'en débarrasser tout de suite parce qu'il y a des équipes qui, avec un carrière comme Ryan Tannehill, pourraient atteindre le seuil de la respectabilité. Je pense par exemple à Atlanta. Et puis je pense pas à Atlanta comme étant une formation qui peut aspirer au Super Bowl, loin de là. Mais on a parlé tantôt de la faiblesse de leur division. Tampa Bay, c'est pas fort. Les Saints, peut-être, mais encore là, c'est pas une puissance. Même chose avec les Panthers de la Caroline. Mais avec les ajouts qu'ils ont fait au repêchage puis durant la free agency, à Atlanta, si on avait un carrière potable à Ryan Tannehill, mais on peut peut-être penser aux éliminatoires parce que la NFC est faible, puis notre division est faible aussi. Si on gagne les matchs intra-division, tout est permis comme espoir. Avec Desmond Ridder, on dirait que j'ai de la misère à y croire. Ceci étant dit, je ne les blâme pas de vouloir y aller essayer le jeune et de répondre à leurs questions par rapport à Ridder plutôt que d'y aller avec Tannehill puis d'avoir encore des questions sur Ridder par l'avenir parce que Tannehill sera juste là pour un an. Hmm. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question, cœur d'acier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors franchement, Renaud, un grand merci à toi d'être venu et de te joindre à l'aventure. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Ça fait un an à peu près qu'on se parle et que tu es venu pour la première fois. On avait déjà eu des gros lags à l'époque. Ouais, 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 exact. C'est correct. Est-ce que, est-ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler vite fait encore où est-ce qu'on peut t'entendre, te voir éventuellement? Absolument, avec Max Vanout, donc à BPM Sport, dans l'émission L'Estrade. Les chroniques présentement sont pas nécessairement régulées parce qu'on est en saison morte de football, mais avec les camps d'entraînement qui viennent d'ouvrir dans la Ligue canadienne de football, là, ça devrait être de plus en plus fréquent sur les différentes émissions donc, de la grille à surveiller là, cet été à BPM Sport et pour le football canadien à RDS. Encore une fois, je ne peux pas nommer les matchs précisément, là, mais tout ce qui concerne Alouette ou football canadien cet été là, à RDS comme à BPM Sport, là, je vais être au rendez-vous. Voilà. Et bah d'ailleurs, les gens peuvent aussi venir te parler sur Twitter. Donc, Absolument. ça sera dans la description. Donc, n'hésitez pas. Il est très sympa. Je vous le confirme. Ouais, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire sur le fil aussi, il n'y a pas de problème. Le A commercial at REM Bourbon. Voilà, voilà. Et encore une fois, un très grand merci à vous tous. Ça a été une saison de dingue.
On est déjà en train de préparer la saison prochaine, comme vous pouvez voir. Et croyez-moi, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, surveillez bien les réseaux sociaux. Retour prévu pour mi-juillet normalement. Renaud, nous, on se retrouve début septembre pour piquer des jazettes et aussi un peu se chicaner, notamment sur nos 2 franchises. Certainement. Semaine 2, semaine 2. Semaine 2, ça commence. On vous souhaite une bonne semaine. À vous tous, on vous souhaite un bon repos. Et sur ce, on vous dit ciao la team!